Otep, la famille, Otep, c'est tonton Mobali. Et cette fois-ci, j'ai mis les lunettes. Parce que ça va être sérieux. Bon, les amis, j'espère que vous m'entendez, qu'il n'y a pas de bug, que tout se passe bien. Mettez un 5 sur 5. C'est comme à l'armée. Si vous me recevez, mettez 5 sur 5. S'il y a le moindre problème, dites-moi Mobali, ça passe pas. Et on relance ou on trouve une solution. Les amis, j'espère que vous avez pris de quoi noter. Ça va être vraiment lourd, Vous savez, quand tonton Mobali invite quelqu'un, je vous l'ai dit, hein, même si vous ne le connaissez pas, vous pouvez toujours faire confiance à tonton Mobali. Parce que moi, je ne viens pas avec des friandises. Ok ? 5 sur 5, on est ok. Mon frère Chiboy, est-ce que tu es parmi nous ? Oui, bonjour tout le monde, je suis là. Ok frère, est-ce que le frère Damani aussi est OP ? Brother Damani, good morning to you. It's 10 a.m. in New York, or 11 a.m. How are you, brother? Fine, thank you. How are you? I'm doing good, thank you very much. You're kind of chopping up, but we can hear you. Ok. Bon, visiblement, ça coupe un peu, mais on fera avec ou pas ? Ça va le faire, frère ? Oui, on le fait, oui. Parfait, on est parti. Frère Damani, nous allons parler un peu de l'Afrique, de sa diaspora, de tout ce qui s'est passé. Mais comme nous allons parler de nos ancêtres, et en particulier d'un peuple Congo, dont je suis originaire, et comme nous avons aujourd'hui l'impossibilité de pouvoir nous parler parce que les locodermes sont entrés entre nous, disons-nous au moins bonjour dans des langues Congo. Donc je vais te dire bonjour Mbote Damani, et tu me diras Mbote Mobali. Brother Damani, can you hear us? Yes, I can hear you. Yes. So, yes, Brother Mobali Makasi is saying that today we're going to be talking about Africa. We're also going to be talking about the diaspora. Now, because he originates from the region known as the Congo, and because the enslavers got between us, and they made it impossible for us to communicate in one common language, he thinks that it is important to greet you with the words of Mbote, which means hello, and he would like you to greet him back with the same word, Mbote. Mbote. Voilà, Mbote Damani. Yeah, so good morning. Hello, Damani, brother Damani. Maintenant qu'on s'est dit tout cela, nous, le frère, dans la zone francophone, il n'est pas connu. Et on ne connaît pas ses travaux. Est-ce qu'il peut se présenter à ses frères du côté de la francophonie? So, because us here in the French-speaking world are not aware of who you are and we're not familiar with your work, would it be possible for you to briefly introduce yourself so that the brothers and sisters can know who you are, please? Yes, my name is Seba Damani. I am born in a place called Brooklyn, New York, and I've been involved in Kemetic things for about maybe 40 years. I've been studying. My first teacher was Dr. Ben Jakanen, and then I began to read some of the writings of John Henrik Clarke. And those are two of the very, very big personalities, the big African thinkers in the U.S. And they really laid the foundation for what we call the African-centered movement. And it is from studying Dr. Ben that we first come in contact with Diop. And Dr. Clarke began to really introduce him, and he raised his work to a very high level. And it aroused my curiosity. And so I began to study the works of Diop, and I fell in love with the exactness in which he argues, as well as his sense of humor. And so I began to study all of his works, and it inspired my writing. Ok, donc le frère, il dit que son nom c'est le frère Damani. Il est né à Brooklyn, à New York. C'est un frère qui est dans le mouvement kémétique aux États-Unis et il a étudié ce mouvement kémétique depuis 40 ans. Alors, c'est un frère qui a été largement influencé par des grands pionniers aux États-Unis, donc les frères kamites que sont Dr. Ben, mais également John Henry Clarke. Qu'on considère aux États-Unis dans le milieu kamite comme des grands penseurs aux États-Unis. Et ce sont ces deux personnages-là qui sont la fondation de tout le mouvement afrocentrique
qu'on retrouve aux États-Unis. Alors, via le docteur John Henry Clark, le frère Damani a été mis au courant de ce qui se passait, notamment par rapport à Cheikh Anta Diop. Et il est tombé amoureux du travail de notre frère Cheikh Anta Diop. Et ce qu'il a beaucoup apprécié chez le frère Cheikh Anta Diop, c'est l'exactitude, la précision des mots qu'il utilise, mais également son sens de l'humour. Et tout cela, ça l'a influencé dans le travail qu'il fait. Parfait. Nickel. Ici, j'ai envie de savoir à quel moment de sa vie il devient conscient. Est-ce que c'est quelque chose qui était près déjà dans la famille ou bien c'est venu après? C'est quoi le déclencheur de ça? The brother would like to know at what point, and more specifically, what is the element that make you click and move from what you were before and then became active in the conscious movement? Is it something that was part of your family or that's something that developed at a later stage? I can only say that from a very, very early, I always felt a certain sympathicos with Africa. I remember as a child, whenever I would see cartoons that would portray Africa in a negative light, I always got upset. Not so much, and it wasn't that I realized that I was an African at that point, but for some reason, it always upset me. I think I subconsciously knew that they were making fun of me. And so from there, in high school, I got involved in things of comedic interest. And from there, I came in contact with an institution called the First World Alliance. And it was a lecture series that took place in Harlem, New York. Harlem is often called the black capital of the world. And so for the next 4 or 5 years, every Saturday, I would go and hear lectures. The lectures were first Dr. Ben, and then Dr. Clark was added. And after a while, every major black thinker or comedic thinker was drawn to the space. And so I was able to hear everybody, hear the different ideas, and I grew from that. Ok. Donc, le frère, il dit que très, très tôt dans sa vie, et il avait des sentiments de sympathie à l'égard de l'Afrique. Et déjà, en tant que petit, chaque fois qu'il voyait à la télévision un dessin animé qui présentait un Africain de manière négative, ça l'énervait. Et parce qu'en fait, il avait compris que pour lui, on ne se moquait pas de l'Africain, mais on se moquait de lui-même, Damani. Et donc, cette manière de présenter l'Africain, ça l'énervait. Alors, par rapport à cela, tout ce qui avait attrait au kémétisme, à Kemet, ça l'intéressait. Et donc, il voulait vraiment un petit peu en savoir plus. Et c'est à ce moment-là qu'il joint une organisation qu'on appelle The First World Alliance, qui est une organisation à Harlem, aux États-Unis, à New York. Et comme vous le savez, Harlem est considérée comme la capitale noire du monde. Et c'est via cette association, donc The First World Alliance, qui s'appelle l'Alliance du Premier Monde, où il y avait des conférences des gens comme Dr. Ben, des gens comme John Henry Clark, et c'est par rapport à ça que vraiment son intérêt pour l'Afrique a grandi, et c'est là que son développement s'est en fait réalisé. Waouh, parfait. Il a cité Cheikh Anta Diop. Ici, c'est quelqu'un que nous connaissons bien dans la zone francophone. Quels sont les livres qui lui ont marqué, en tout cas qui ont, comment je peux dire, influencé ses travaux? You did mention earlier about Cheikh Anta Diop and the influence that he had in your writing. Could you please maybe mention some of the books which influenced you about our brother Cheikh Anta Diop? Well, the first book was African Origin of Civilization, Myth or Reality. And the thing that impressed me most about the book was that in the book, Diop gave a chapter to his critics. I thought that was amazing that you would actually publish an entire chapter dedicated to your critics. And then in the next chapter, he simply dismantled their arguments. And I thought that was brilliant. And I quickly became endeared to him. And then I read his piece from UNESCO on the origin of ancient Kemet. And so once again, I realized that this person was a very sharp thinker. And then I found out that the book where he laid out
a lot of his major ideas was in, it was called The Cultural Unity of Black Africa. And I began to read that book, and that book became my Bible, so to speak, where I understood the ideas, and I adopted them as my analytical tool, so that whenever I'm studying history, and I'm a historian by training, I always put it into the prism of the two cradle theory, always. And from there, I'll determine whether it's valid or invalid. Let me start with this one too. Donc en fait, le frère, il dit que le premier livre qu'il a influencé, c'est African Origin of Civilization. Ce qu'il a vraiment marqué par rapport à ce livre, c'est le fait que pour la première fois de sa vie, il voyait un livre dans lequel l'auteur consacrait tout un chapitre à ses critiques, donc les gens qui critiquaient Cheikh Anta Diop. Et après ce chapitre, Cheikh Anta Diop, en fait, il casse les arguments de ces personnes-là. Et donc, c'est vraiment un aspect, c'est quelque chose qui a marqué notre frère Damani. Et puis après cela, il parle de bouquins, de Cultural Unity of Africa, que lui, Brother Damani, considère comme étant sa Bible, de par le fait que les idées qui sont contenues, la manière dont le frère Cheikh Anta Diop s'y prend pour expliquer tout cela, ça l'a influencé parce que ça l'a tellement influencé que lui-même, il a adopté cette méthode analytique, les différentes techniques qu'il utilise pour étayer son propos. Et il faut pas oublier que le frère Damani, c'est un historien à la base. Donc, il a vraiment utilisé ce livre comme sa formation pour justement pouvoir avancer dans le travail qu'il fait. D'accord. Il me semble qu'il a cité les livres, non, de mémoire. Oui, donc il a parlé de African Origin of Civilization et puis il a parlé de Cultural Unity of Africa. Are there other books, brother, that you could add? Donc ici, c'est en fait le premier, donc c'est Antériorité des civilisations nègres. Donc celui-là, là, pour les amis, mythe ou réalité. Après, il a parlé de l'unité culturelle de l'Afrique noire. Donc c'est celui-là. C'est ce que j'ai cru comprendre, hein? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Okay. Brother Damani, you mentioned 2 books. Are there other books that you could mention, please? Well, the books that I've read by Diop are The African Origin of Civilization, Myth or Reality, Civilization or Barbarism, and Authentic Anthropology, The Cultural Unity of Black Africa, and Pre-Colonial Black Africa. So I've read those 4 books. I mean, and those are the books by Diop, and I've read several articles and interviews he's had. And I've added that to all of the other books that I have come across and been able to read, and to put it all into a package that I presented in my book, Distorted Truths. Ok, donc le frère a également cité le bouquin Civilization or Barbarism. Vous connaissez les titres en français. Civilisation ou barbarie. Oui, il a également parlé du bouquin Pre-Colonial Black Africa. Ok, celui-là, je ne l'ai pas ici, là, sur moi. Et puis, il a parlé de Cultural Unity. Est-ce qu'il y a un bouquin qui s'appelle Cultural Unity of Africa? L'unité culturelle de l'Afrique noire. Voilà. Alors, lui, ce qu'il voulait dire, c'est que, en fait, il a pris tous ces bouquins, il les a condensés, en fait, et il les a présentés dans son livre à lui qui s'appelle Distorted Truths, qui s'appelle Vérité déformée, et qui est en fait un concentré de tous ces bouquins et de tous ces thèmes qu'il a pris dans les différents bouquins du frère Cheikh Anta Diop. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est son livre, La Vérité déformée, hein, c'est celui-là. C'est ça, yes, okay. Distorted Truth, c'est ça. Ouais. Il est sorti en quelle année, ce livre? Brother, when did you publish the book Distorted Truth, please? In 2012. En 2012. Ok. Il est disponible, on peut le trouver facilement? Is it easy to find that book, brother? It's relatively easy, yeah. Oui, c'est relativement facile, effectivement. Ok, parfait. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Bon. Ce que maintenant j'ai envie de savoir, c'est parce que le titre qu'on a choisi, il est quand même intriguant, cette guerre raciale. À quelle période, même si pour l'instant, bon, juste de manière, juste comme ça, à peu près, à quelle période on peut dater ce fameux conflit qu'on a avec les locodermes? Parce que pour d'autres personnes, pour certains Africains, tout cela commence avec l'esclavage. Moi, je doute. Et pour d'autres personnes, même qui sont encore plus aliénées, c'est juste la colonisation.
Là aussi, je doute. Parce que je pense que notre conflit, il remonte quand même à une époque lointaine. Où est-ce que, lui, selon lui, nos problèmes avec les locodermes commencent? So the brother would like to find out, with the title of your presentation today, which is Race War, he would like you to be able to explain to us when would you date that war? Because bear in mind that many of us have the wrong idea that the war that is waged against us started for some people from the slavery period, and for other people that war started during our colonizing period. But he just wants you to really clarify for us once and for all, when could you date the beginning of that war, when we got in contact with white people? Well, I would say that the struggle began the first time we met. Because the race war is really based on the phenotypical differences. The fact that in the Indo-Iranian, and those are the white folks, in their language, there's always been a negative association with black. It's been evil, dark, sinister, demonic. And so before they even came in contact with people that approximated that hue, they already had the negative association in their language with the word. So when they came across people that approximated that color, or that they could then connect to the word, all of those negativities were instantly projected onto the people. And so the first time that we can document, because we're talking about what we can document, as a historian, you want to be able to verify it through artifacts, through paintings, art. And so the first time that the Indo-Iranic people, and they call themselves Arya, and we call them Aryans, right? The first time they came in contact with Africoid people, these were the Dravidians, who were migrants from the Somalia area, from Somaliland, from that area. They. Hello, brother. I think we lost the connection. Brother Damani, can you hear us? Profite aussi pour lui dire qu'il se rapproche un peu du téléphone parce qu'on entend un peu de loin. Yes, brother. Could you please just move a little bit closer to the microphone so that we can hear you better? I don't know, maybe you're speaking with a hands-free or something like that? Yes, I can get better. Hold on. I'll just talk Yes. right into it. Yes, if you can speak right through the phone and then maybe not use the hand-free. Donc, je disais aux frères qui n'utilisent pas le kit main libre, mais qu'ils parlent directement dans le téléphone parce qu'on l'avait perdu. So, brother, so you were talking about our brothers coming from the Somalia area? Yes, hold on. OK. Donc là, le frère va ajuster son téléphone et passer du kit main libre au téléphone directement. OK, les amis. Okay. Is this better? Oh, that's C'est un peu way mieux, better. That's way better. Okay. Sorry about that. That's okay. So what happens is, so let me back up a second. Yes. In history, we deal with the development of civilization, and we surround it, or we locate it around river valleys. And there are 4 river valleys that we start with. We start with the Nile River Valley, the Indus River Valley, the Mesopotamia, which is 2 rivers, the Tigris and Euphrates, that river valley, and then the Yellow River Valley. Now, it appears from my research that people living and cultivating a society around a river valley, it was not by accident. It was something that was planned, and that people actually went and sought river valleys to establish civilizations. Now, most historians in history, it doesn't take that perspective. But I have arrived at that perspective because now there's some new research going on in Central Africa, okay? And it has a lot of interesting implications. And so I think you should explain what I just said, and then let me talk about what's happening in Central Africa. Then I'll pick back up with the actual question. Okay. Brilliant. OK. Donc, en fait, je vais un peu expliquer ce que le frère a dit avant la coupure et après la coupure. Donc, le frère, il dit que, et là, je commence par ce qu'il a dit d'abord maintenant et je vais revenir au début. Il dit que, on remarque dans l'histoire que le développement de toute civilisation, c'est toujours fait autour des rivières, autour des vallées. Donc, il a parlé de la vallée du Nil,
Il a parlé de Indus Valley, donc là on est en Inde, et puis il a également parlé de la Mésopotamie avec les deux rivières, donc les deux fleuves, donc le Tigre et l'Euphrate. Et il dit que les civilisations, en fait, le fait qu'elles commencent, elles naissent près des cours d'eau, c'est pas un accident, c'est pas un hasard, c'est le fruit vraiment d'une nécessité d'établir une civilisation. Et il est en train de parler qu'en ce moment, à Kemet, en Afrique, il y a des recherches qui sont faites. Alors lui, il dit ceci. Il dit que pour revenir à la question du frère Mobali Makassi par rapport à la manière dont on peut dater quand est-ce que cette guerre raciale commence, en fait, il dit que dès l'instant où nous rencontrons les Indo-Européens, donc ces Ariens, c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. Donc, dès la première fois qu'on rencontre ces gens-là, eh bien, nous sommes dans des difficultés. Pourquoi ? Parce que, et c'est ça le thème de son bouquin Race War, c'est que ces Indo-Européens, ils mettent l'accent sur la différence au niveau du phénotype. Donc, dès l'instant où ces gens-là ont dans leur culture, dans leur manière de parler, des associations négatives à ce à quoi nous ressemblons, et qu'ils l'ont dans leur littérature, dans leur peinture, dans leurs arts, etc. Dès l'instant où ils rentrent en contact avec des personnes qui ressemblent justement à cette description, c'est tout à fait normal que ces gens-là sont en conflit avec nous. Donc, dès qu'ils voient une personne qui ressemble à ceux que eux qualifient comme négatives, eh bien, ils projettent dans cette personne-là cette négativité. Donc, on se rend compte que, de manière historique, dans leur art, dans leur peinture, eh bien, cette négativité-là existait déjà. Okay, go ahead, brother. So what's happening is juste un truc, parce que du coup, nous, d'après ce qu'on sait, c'est que les Grecs qui sont rentrés en contact avec nous, dans leur propre littérature, ne parlent pas du mal de nous, d'après ce qu'on a, d'après les récits qu'on a d'eux. Yes, so Brother Mobali Makassi says that based on the writings and the work that has been done by the Greeks who got in touch with our people as well, they don't talk negatively about us. Well, there's a certain jealousy, there is, because in the writing of Aristotle, in one of his minor books, he tries to make the claim that people who are too dark, and he says, as in the case of the Ethiopians, and people who are too light, in the case of the Shiktians, he says they are cowards. So there's prejudice that goes throughout. And in fact, as I talk more, you'll see that in most civilizations where there's a mixed population, Africans were always at the bottom. And I'll explain that as I go on. So now what I was saying is this. It seems like there's a major breakthrough happening in anthropology. And as African people, we're not on it just yet. So in most cases, I just mentioned these 4 river valley civilizations. And I said that they all engaged in agriculture, right? However, in Central Africa, they're creating new terms to confuse us and to cloud the situation. In Central Africa, from the south of Algeria all the way down to southern Democratic Republic of Congo, even deeper down by Angola, northern Angola, they're finding archaeological evidence that shows that there was a similar or a singular civilization that covered that whole area. Now, here's the rub, and here's what's very important. We always argue that civilization developed from farming, but the evidence is now pointing to the fact that civilization actually developed from hunting. And this is amazing, because this is what I start to point to in my book, Distorted Truths. I didn't know this information just yet. So what happens is, in Central Africa, they're finding a whole bunch of civilizations that they're calling aquatic civilizations. And this is a new term they've created. But the term is really to confuse us. Aquatic civilizations are people who rely on the different rivers and ponds to create a sizable population by not hunting land animals, but hunting sea animals. You see, the hippopotamus, the gigantic catfish, and they were able to sustain a much larger population. And you see the elements of what's called civilization forming right there.
not based on traditional farming through irrigation, but really based on hunting, but being able to sustain a larger population because your food source is now more abundant. So all the rivers in Central Africa, they were all used for this. And what the women did is they didn't do agriculture just yet. They did something called vegiculture, where they would take the existing plants, lift them up entirely, and move them to their new location, and then replant them. So it's not agriculture proper, it's called vegiculture. And this is happening all in Central Africa. And so this appears to be what happened, where Africans then left outside of Africa and took this same technology, the same understanding and reliance on water, and developed the so-called river valley civilizations. So now we're starting to see that hunting, in fact, may have been the birth of what we call civilization. Ok. Bon Donc courage, en fait, parce que là, il n'y a vraiment, pas de problème, frère. Il n'y a pas de problème. Donc le frère, il dit que par rapport à ce que toi tu as dit, que voilà, que les Grecs disent des choses positives. Il dit en fait non, que les Grecs en fait montrent qu'ils ont une jalousie. Il dit que si vous regardez par exemple les écrits des personnages comme Aristote, vous voyez qu'en fait il apporte l'argument que qu'il décrit les personnes qui sont trop sombres, donc too dark. C'est les cowards, donc les gens qui ont la peau sombre, eh bien ce sont des lâches. Donc déjà, d'entrée de jeu, on se rend compte que le grec, en fait, il a cette jalousie où il assigne des descriptions négatives à quelqu'un qui a la peau sombre. Et vas-y. Non, c'est-à-dire qu'ici, je remarque qu'il y a quand même la hiérarchisation au niveau de la couleur. Ça veut dire que les plus foncés ou plus clairs, ils essayent maintenant de faire une hiérarchie. Je le remarque déjà. Effectivement. Et c'est ce que le frère il dit que lorsque vous êtes dans un endroit et que vous voyez qu'il y a un mélange de population, eh bien, comme par hasard, vous allez toujours vous en rendre compte que les gens à la peau foncée sont toujours derrière tout le monde, ils sont en dessous de tout le monde. Alors, le frère, il dit que il y a des recherches qui sont en train d'être faites et on trouve de nouvelles découvertes en anthropologie où ça montre que on a toujours décrit l'Afrique, et là, il parle de la région qui va du sud de l'Algérie jusqu'au sud du Congo, où en fait, on a montré qu'à l'époque, on voulait nous faire croire que la civilisation, en fait, commençait avec le développement du farming, donc de l'agriculture. Alors lui il dit que oui, parce qu'on dit que l'agriculture, l'irrigation et toutes ces techniques permettent à une civilisation de voir le jour. Lui il dit qu'absolument pas, parce que les nouvelles recherches montrent bien en anthropologie que ce qui fait la différence, c'est pas l'agriculture, hein, mais c'est bien hunting. Donc le fait de partir en guerre, le fait d'aller chasser des animaux, il dit que ça c'est vraiment ce qui permet à une civilisation de pouvoir exister. Et il parle de hunting, donc aller à la chasse, mais également tout ce qui est d'aller à la pêche. Et il dit que ce sont ces éléments qu'il a utilisés dans son bouquin Distorted Truths, à savoir les vérités déformées, parce que il dit que lorsqu'on est capable de chasser des animaux en forêt, lorsqu'on est capable de pêcher des gros mammifères marins, eh bien, ça permet de pouvoir donner à manger à une plus large population. Et c'est ça vraiment qui fait la différence par rapport à la théorie que les civilisations se font par rapport à l'élevage. Et à l'agriculture, pardon, voilà. Et il dit que même dans le rôle des femmes, ça a été important. Il dit que, on dit souvent que c'est les femmes qui ont découvert l'agriculture, mais en fait, il dit que les femmes, au départ, n'ont pas commencé à développer cela de cette manière-là. En fait, ce que les femmes faisaient au départ, c'était que il appelle ça vegiculture. Vegiculture, c'est le fait de prendre des plantes en entier, les transférer d'un endroit à un autre, donc des plantes entières. Donc on ne plantait pas des graines, mais on prenait des plantes vivantes qui ont bien grandi, on les enlevait de là où elles étaient, et ces plantes, on allait les replanter quelque part d'autre dans un autre espace, et c'est ce que les femmes ont fait. OK, brother? Yes. So what happens is these when we establish these civilizations or these high cultures, as we now say, in these 4 river valleys, they were eventually conquered by Indo-Iranic people. We can document it clearly with the Indus River Valley. We can document it in the Nile River Valley, and we can document it in the
Mesopotamian River Valley or Tigris-Euphrates. We can't necessarily document it to the same extent in the Yellow River Valley, that's in China, but we do know that the Shang dynasty was Africoid. That much we know. And the Chinese called them Le Men. That was the black-headed ones. So we know that we were there. And the archaeological evidence shows that in the Shang dynasty, the people were shorter. They had rounded heads. Not rounded heads, but they had tightly coiled hair. In other words, they had hair. They had Africoid hair. Now, we know that there was a border war. In other words, a 500-year period between the Shang dynasty falling and the Chao dynasty rising. And when the Chao dynasty rises, we see the Asiatic type now in charge. Whereas during the Shang dynasty, it was the Africoid type. So we can assume that 500-year period, they defeated us, they displaced us. And that's just supposition. But we have documented evidence of those occurrences in the other three river valleys. And after you translate that, I'll talk about those three. All right, ok. Donc en fait, il dit que par rapport à ce qu'il avait expliqué, c'est que en fait, lui déjà, il décrit la civilisation kamite comme high culture, donc une culture élevée, on va dire. Alors, il dit que lorsque la conquête des Indo-Européens commence, c'est à ce moment-là que les problèmes commencent, et il rappelle encore le Indus Valley, donc la vallée de l'Inde, il parle de la vallée au niveau du Nil, il parle de la Mésopotamie, il parle même de la rivière Jaune. Il dit, si vous regardez par exemple dans le cas de la Chine, eh bien, il y avait une dynastie kamite qu'on appelle Shang Dynasty, donc la dynastie Shang. Et, il montre comment est-ce que cette dynastie, pendant une période de 500 ans, et là il précise que ce sont vraiment des kamites parce qu'ils disent qu'ils avaient les cheveux crépus, il dit que cette dynastie, pendant 500 ans, elle va se battre avec une dynastie qui s'appelle le Shah Dynasty, et cette Shah Dynasty, elle était faite des Asiatiques. Et donc tout ce qu'il raconte là, c'est documenté clairement, et donc on peut toujours vérifier l'information. Attends frère, deux choses. La première, c'est qu'il faut que tu fasses attention qu'on ne part pas en monologue parce que du coup, on va louper des miettes. Deuxième chose, les deux dynasties, est-ce que c'est possible qu'il épelle les noms? Comme ça, les gens vont écrire. Parce que entre ce qu'il dit en anglais et nous autres là, on peut avoir des problèmes. Donc, il épelle, comme ça, on donne les noms et les gens peuvent après faire leurs recherches. Les deux dynasties là. Yeah. So, brother, two things. First of all, in order to avoid having a long monologue, if we could have short answers so that I can translate it and make it more fluent. Yes. So that's the first thing. And then the second thing is to allow our brothers and sisters to be able to do their own research. Is it possible that you spell the two dynasties that you mentioned, the Shang dynasty and the Shah dynasty? Could you spell them, please? Yeah, the Shang, S-H-A-N-G. Yes. Donc le premier, c'est la dynastie Shang, donc c'est S-H-A-N-G. Les amis, j'espère que vous avez bien entendu. Notez, hein, c'est important. And the other dynasty, brother? Chao, C-H-O-U. Et puis la deuxième dynastie, c'est Chao, donc C-H-O-U. Donc Shang dynasty, S-H-A-N-G. Et puis la Chao dynasty, C-H-O-U. Ok, les amis. Parfait. Vraiment, merci pour le frère. Là, on avance. Est-ce qu'il reste encore un peu de bonus ou bien le chapitre il est fermé pour que maintenant on attaque notre sujet? Do you have a little extra bonus, or we can move on to the next, the remainder of the topic? Yeah, let me move on. Donc on peut avancer. Okay. So the Aryans, the Indo-Iranic people. These are the white people, and they're called that because of the language that they share. All right, and the word Iranic comes from the word Iran, and the modern country Iran named themselves in honor of these ancient Iranic people. So Iran, as a nation, sees itself as a white nation. Okay. Now, so when the Indo-Iranic people came down, there are three basic waves. One wave went to what we call Mesopotamia, Iraq and Iran. A second wave went into what we call India. And the third wave went into
Turkey. All right. Ok. Sorry. Donc en fait, on parle ici, donc on a fini de parler des deux dynasties. Le frère, il raconte que les contacts que nous avons avec les Indo-Européens, mais lui, il utilise le terme Indo-Iranian. Donc c'est une connexion de l'Inde avec l'Iran, et on les appelle comme ça parce qu'en fait ils ont un langage commun. Et il dit que lorsque ces personnes arrivent et sont en contact avec le peuple kamite, ils viennent dans 3 vagues. Il y a une première vague lorsque nous sommes en contact avec eux dans la Mésopotamie. Il y a une deuxième vague lorsque on rentre en contact avec eux dans les conflits qu'on a connus en Inde. Et puis la troisième vague, c'est celle qui concerne la Turquie. Okay. So now, from the first group, from the group that went into India, we can clearly see racism. In the other 2 groups, it's not as obvious because they didn't leave the same degree of documentation. But in the group that went into India, it's there. And here's how we know for certain. In their sacred scripts, they refer to the Dravidians as black and ugly, that they worship demons, and they're fit to be slaves. That appears in their writings repeatedly. Ok, donc en fait, le frère dit que dans la première vague, en tout cas dans la vague qui concerne l'Inde, il peut en fait démontrer que le racisme est vraiment présent chez les gens qui en fait arrivent. Et il dit que ce racisme, non seulement il est visible, mais il est même, on le retrouve dans leurs textes sacrés, parce que dans les textes sacrés en Inde, on décrit les Dravidiens comme des gens qui sont à la peau noire, mais également des gens qui sont moches, donc ugly. Et ils disent qu'en plus dans ces textes, c'est bel et bien marqué que ces gens-là, donc ces noirs, ces gens qui sont laids, eh bien, c'est tout à fait convenable de les mettre en esclavage. Wow, attends, 2 choses. Juste une chose, c'est que là, je vais dire aux gens qui m'écoutent qu'il y a de l'écho. J'ai remarqué, mais ça, c'est pas mon bali, c'est la technique. Ça, malheureusement, je peux rien y faire. Deuxième chose, lorsqu'il me parle de textes sacrés, à quelle période à peu près on peut les dater? Est-ce qu'on les date avant l'invasion des Grecs ou après? So when you're talking about the sacred text, are you talking about before the Greek invasion or after? I'm talking about before. I'm talking about around approximately 3,500 to 4,000 years ago. This is before the Greeks were even created. Okay. Donc en fait, il parle de entre 3000 et 4000 ans avant. Donc il dit que c'est même bien avant que les Grecs n'existent. Okay, parfait. And the sacred text is the Rig Veda. That is a sacred text among the Hindus. You see, so this goes beyond. Donc quand il parle des textes sacrés, des textes sacrés, il parle de Rig Veda, qui sont ces textes que nous voyons en Inde. Rig Veda, ça s'appelle? Rig Veda, ok. Comment il appelle ça? Parce que c'est important pour les gens qui nous écoutent. Brother, quick question. How do you spell Rig Veda, please? R-I-G-V-E-D-A. Yes. V-E-D-A. Okay. The Rig Veda. Donc Rig Veda, c'est... Sorry, brother. Rig Veda, c'est R-I-G, et puis l'autre mot, c'est Veda, V-E-D-A. Rig Veda. Ok, les amis, vous avez entendu, j'espère que vous notez, c'est important pour vos recherches. Les amis, je commence à voir des gens qui ne sont pas d'accord avec notre discussion, il y a certains jaloux, donc commencez à liker parce que moi ici je vois qu'il y a des gens qui sont en mode chips coca. Donc là, nous sommes à 400 et quelques et il n'y a qu'une moitié qui like. Bon, où est l'autre moitié? Ne me dites pas que c'est des locodermes, je ne suis pas d'accord. Donc allez-y les gars. Likez. Yes, brother. Sorry. Yes, brother, if you can carry on with the Rig Veda, please. Yes. So what happens is, the area, or we call them Aryans, their national god was called Indra. And this is probably where we get the word India from. And what happens is, in their artwork, they would show the Aryan national god with Dravidians in his hand just crushing them. And they would have sayings like, they created terms like
Dashahatya, which means the slaughter of the black-faced ones. It states that Indira loves to kill the black-faced ones. This is in their sacred text, right? That it says that the Dravidians are grotesque and that they worship demons, which is a very common assault on African people. They assault us religiously, talking about our spiritual worship. You see the same thing happen with the Aryans when they first come in contact with the Dravidians, who they renamed Dasha. And Dasha was a derogatory term, similar to the way they would rename us, niggers and whatever else may be the case, or Negroes. You see the same thing happening among the Aryans, and this is, 3,000 plus years ago. Donc le frère il fait un parallélisme entre ce qui se passe actuellement dans le monde moderne où on a des expressions que la race aryenne utilise pour parler des Kamites, on parle des mots comme niggers, eh bien on retrouve cela également dans la vallée de l'Inde parce que chez ces gens-là on va décrire les Dravidiens comme étant des personnes qui sont, comme j'avais dit au départ, vilaines, moches, et que ces personnes, eh bien, c'est normal de les écraser, c'est normal de leur faire mal. Et là, il a parlé d'un terme qui s'appelle Dachahakia, qui simplement veut dire, en fait, massacrer the blackface, donc massacrer les visages noirs, parce qu'on les considère comme grotesques, et d'autant plus que ces gens-là, en fait, ils célèbrent, ils prient des diables, des démons. Wow. More from the Rig Veda. More from the Rig Veda. The Rig Veda says that Indira blows away with supernatural might from earth and from heaven the black skin, which Indira hates. He's driving away the black skin far away. And then it states further in Book 5 that Indira slew the flat-nosed barbarians. So this is in their sacred text. And this is one of the first contacts that we document between Africans and non-Africans. Could you say that again, please? What you just said about that second part of the Rig Veda, please? I said that the Rig Veda goes on further to denigrate, or not denigrate, but to degrade African people. It says that Indira loves to kill the flat-nosed barbarians, and that he, with supernatural might, he blows them away from earth and from heaven. Wow. Those with black skin, which he hates. And by the way, well, go ahead, translate that. Yes. Donc en fait, dans ce texte sacré, donc dans ce Rig Veda, il y a un personnage, j'ai pas pu entendre son nom. Il y a un personnage qu'on décrit comme étant quelqu'un avec des pouvoirs surnaturels. Et bien cette personne se vante de tout le mal qu'il peut faire au peuple kamite. Et bien c'est tout à fait normal que ce super-héros, si je peux l'appeler comme ça, et bien c'est tout à fait normal qu'il puisse tuer nos frères et surtout qu'il puisse les éliminer complètement de toute la surface de la Terre. Wow. Attends, est-ce qu'il a donné le nom du super-héros qui nous aime pas là? Could you please say the name of that person with the superpower in the Rig Veda, please? Indra. I-N-D-R-A. Ok, c'est une personne qui s'appelle Indra, I-N-D-R-A, et d'après lui, cette personne Indra, c'est de là que vient l'origine du mot India, donc land. Ouh, d'accord. Les amis, vous avez vu, hein? Quand j'invite des gens qui connaissent les bails, vous voyez? Bon, ça, cette révélation-là, exclusive chez Mobali, maintenant on sait d'où vient le blaze. Ok, on a noté. Vas-y. Ok, go ahead, brother, carry on. So next, once the Aryans had subdued the Dravidian population, in order to keep and maintain their power, they set up a system called Varnas. Now, Varnas... How do you say it? V-A-R... Yes. N-A-S. Varnas. Okay. And Varnas, the word means color. And they set up a system for their society based on skin color. There were 4 basic groups. The first group, you had to be pure Aryan, and they were called the Brahmins. They were the priests and the scholars. The second group was called the Kshatriyas, and you don't have to remember these names, and they were the warriors and the ruling caste. And the third group was called the Vayas, and this is where you have people who were mixed.
So the first two castes had to be pure Aryans. The third caste, the Vyas, they grew out of the people who were a mixture of Aryan and Dravidian. And the lowest caste, the Sudras, which were the servants, they were Dravidians. So that was the system that they set up. Then they had a fifth caste that they didn't count, that they called the Akuts, and they were called the Untouchables. They had the worst jobs, and people didn't want to have contact with them. So this is the system that was set up in India, with 4 castes and 1 group outside of the caste. Wow. Based on skin color. Wow. Ok. Donc, le frère essaie de montrer comment est-ce que le système en Inde a été mis au point. Lorsque les Aryens parviennent donc à maîtriser, à mater les Dravidiens, eh bien, ils établissent un système dans leur société où tout est basé selon la couleur de la peau. Alors, il parle de ce terme Varnas, V-A-R-N-A-S, qui simplement dit donc couleur, parce que c'est vraiment pour montrer que c'est un système qui est basé sur la différenciation qu'on fait par rapport à votre tonalité de votre peau. Alors, il dit que le système en Inde est basé sur 5 groupes, 4 groupes qui existent et un 5e qui est juste mis à côté. Le premier groupe, c'est la pure race aryenne, qu'on appelle les brahmanes, et eux, c'est en général des intellectuels, les prêtres, etc. Le deuxième, brahman, c'est ça, voilà. Okay. Deuxième, il appelle ça Kshatriya. C'est les guerriers. Le troisième groupe, c'est les Vyas, V-A-Y-A-S, j'imagine. Eux, ce sont en fait un mélange. Voilà. Et puis, il y a le 4e groupe qui est les Sudras, S-U-D-R-A-S, je pense. Sudras. Et eux, c'est les Dravidiens. Yes. Okay. Yes. Et puis, le dernier, c'est, il appelait les Akups. Et les Akups, c'est en fait les intouchables. Donc, eux sont vraiment hors classe, en fait. OK. Okay, go ahead, brother. And so what happens is, because the Dravidians were African people that already had a society laid out, the Aryans simply came and imposed some of their ideas and distorted ideas coming from Africa. So, for example, reincarnation, which is a notion that you'll find in African societies, but we have to explain what we mean by that, because it's not exactly the same as what the Aryans changed it to mean. So most of the time in our systems, reincarnation follows strictly your bloodline. You see, where an ancestor has returned through the children, the grandchildren rather. But the Aryans did, because they didn't share in that bloodline, they disconnected it from biology. You see, and that was one of the tricks that they did to kind of cement their power. And within their system, they even had it where because in their system, you can improve your station in life through each incarnation. Because their racism was so strong, if a Sudra tried to improve his caste so he can come up, let's say in the highest caste, the Brahmins, any member of the other caste could kill him. It was built into what they call the law of Manu, another sacred text. So the system was definitely aligned against the black skin. Wow. So who would be killing the Sudras? Someone higher up? Yes, anybody. Yeah, in any other caste, they could kill a Sudra if he tried to improve his lot. Yeah. Donc le frère il dit que les Dravidiens que lui considère comme étant des gens qui ont une origine africaine, il dit que lorsque les Aryens en fait contrôlent les Dravidiens, en fait ils viennent imposer leur façon de fonctionner, ils imposent leurs idées à nos frères kamites, alors que par exemple ces frères kamites, eux ils avaient leur façon de fonctionner, ils croyaient en la réincarnation, et d'après les kamites cette réincarnation elle vient de votre lignée de sang. Quoi. C'est dans le cercle familial. Exactement, parce que c'est lié parce que lorsque un enfant arrive, eh bien, on considère que c'est un ancêtre qui revient. Mais les Aryens, quand ils prennent contrôle et ils dominent les Dravidiens, en fait, ils changent leur façon de voir les choses et en fait, ils séparent la biologie, à savoir que ça descend de votre ancêtre, ils le séparent et on se retrouve maintenant à une situation où on dit que vous pouvez améliorer votre sort en améliorant votre vie. Donc, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait 4 groupes, donc les Aryens, les Kshatriyas, les Vyas et les Sudras. Si, par exemple, un Sudras, qui est donc le 4e depuis le dessus, donc si ce 4e veut améliorer sa classe,
eh bien, les autres classes au-dessus de lui ont le droit de le tuer, par exemple. Ouh. Ouais. Oh. Les amis, j'espère que vous êtes vraiment en train de noter. C'est très, 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 très important pour vos recherches après l'émission. Vraiment, je fais au mieux pour que les noms soient épelés, pour que vous notez tout. Et vous avez Google, vous avez tout. Après, il n'y a pas d'excuses. Donc, c'est après à vous de faire des enquêtes. Quoi qu'il en soit, likez la vidéo parce que je sens qu'on est en train de gêner certaines personnes. Likez la vidéo parce que je n'ai pas envie qu'on ne n'aille pas au bout de ce qu'on a à dire. Ça, ce n'est que le début. Frère, tu peux y aller. Yes, brother. So if you can carry on, go ahead, brother. Okay, so now, in this case, we can clearly see that this is racism. Now, in the other two groups that move to the other areas, we can't document this as clearly, but we do know that tremendous race mixing occurred. That when the Indo-Iranic people come into these areas where Africans have settled, within the fighting, of course, African women are raped, and you have a large population of mixed race people coming into being. Now, history doesn't give a special term to these people, but there's a late African-American scholar. Her name was Dr. Frances Cress Welsing, and she was a psychiatrist. And she argues that the word Semite is actually a term for a mulatto, and that she claims that it comes from the Roman word semi, meaning half, so that all these mulattoes are actually mixed bloods. They didn't call them mulattoes just then. That term wasn't created, but in fact, they become the Semites. Right. Donc en fait, on a bien vu qu'il y a un racisme qui est vraiment existant dans les textes en Inde, mais par rapport aux autres migrations qui a eu lieu, on ne peut pas voir de manière documentée l'existence du racisme. Mais on se rend bien vite compte que les Indo-Iraniques, comme lui il les appelle, eh bien ce sont ces gens-là qui ont rejeté les autres. Alors il dit ici, il parle de la femme kamite, et il dit que cette femme, eh bien chaque fois qu'il y avait des conflits, eh bien cette femme va être violée. Et c'est à travers les différents viols répétés de nos sœurs kamites que nous avons vu une population mixte, donc une population des métissés, si on peut dire, qui en fait apparaît. Alors là maintenant, il fait le lien avec Dr. Frances Cress Welsing, que certains d'entre nous connaissent peut-être. Et il dit que d'après Dr. Frances Cress Welsing, elle expliquerait que le mot sémite, qui veut dire mulatto, donc mulâtre, eh bien ce Semite, on trouve le mot semi. Et donc le mot semi, ça veut dire moitié, half. Donc il dit que quand on est un sémite, eh bien on est la moitié d'une race, donc la moitié d'un sang, of mixed blood. Okay. Now the evidence that we have to support this is the fact that Semitic languages are basically African. That Semitic languages, that the root structure for them is African. In fact, when we think of Hebrew, which is one of the more famous Semitic languages, a number of books have been written to show that Hebrew is nothing but Reincarnation. Hebrew is based almost entirely on the language coming out of Kemet. The scholar Gerald Massey documents that, where there's no doubt that ancient Hebrew is basically an African language. Arabic, another Semitic language, is also 75-80% based on the language of Kemet, Roman Kemet. So therefore, we can see that there must have been a sizable amount of race mix or interaction, especially if the Semitic languages are basically African languages. And the second thing is that when you see the Semites, how they're drawn, they always appear to have a slight mixture, an admixture of blood. Their hair is never straight like the Aryans. It's always coiled or curly. Their features are never as slim or as narrow as, let's say, many of the Greek and Roman statues. They're always more in the middle. In fact, they approximate the features you might see in Central Africa. So that's the evidence that we have for them being mulattoes. Right. Okay. Brother, you did mention about Gerald Massey. How do you spell yes. Massey?
Massey. Ok, brilliant. Donc en fait. Okay, go ahead. Ok, ce que le frère il raconte, il dit qu'en fait, effectivement, si on regarde bien, en continuant avec cette discussion sur le terme sémite, donc sémi, donc moitié, il dit que même si on regarde les langues, on peut dire les langues sémitiques, eh bien, on se rend compte que toutes ces langues ont toujours une origine ou une racine africaine. Si on regarde par exemple l'hébreu ou si on regarde l'arabe, eh bien, on se rend compte que ces langues-là ont une fondation, quelque chose qui les ramène à l'Afrique. Et en fait, ce sont des travaux qui ont été réalisés par un chercheur qui s'appelle Gerald Massey. Gerald Massey, M-A-2-S-E-Y. Et il dit que non seulement on peut se rendre compte de ces langues-là et leur connexion avec l'Afrique, mais en même temps, même la manière de représenter ces personnes-là. Donc, on va représenter le sémitique. On se rend bien vite compte qu'il est un mélange parce qu'on voit que ses yeux, on voit que ses cheveux sont légèrement bouclés. On voit que ses traits sont un petit peu au milieu. Alors, lui, il dit que c'est vraiment une description des personnages qu'on voit dans le centre de l'Afrique. So now, so we documented that there was racism among the Aryans. So now, as the Aryans are moving and conquering other societies and creating these Semitic societies, the question becomes, is there evidence that the racism that the Aryans brought into these cultures, was it adopted by the Semitic people? In other words, did they also have this racism or this color prejudice? And so as a historian, we're looking for that kind of evidence. With that evidence, we can then conclude that Africans, based on what the Aryans thought were inferior, fit to be slaves, and would be at the bottom of society. Now, as it shows, we do find... Go ahead. Brother, I'm so sorry, but the connection is a little bit chopped up. Okay. Could you please take it back from when you finished and you were talking about when racism was brought and adopted by the Semitic people? At that point, I couldn't follow. Okay. Yes. All right. So what I'm saying is that if the Aryans are racist and they're conquering these other areas of African people, and you have this large mixed population, these Semites being created, the question is there racism among these Semites? And I would argue that that same caste system that put a value on the ones who are lighter skinned versus the ones that are darker skins, that it too was part of Semitic society. They had no choice because the Aryan conquerors imposed it on them, and in creating this new group of people from raping African women, the color prejudice was already there. And I'll say this real quickly too. If you go to the Spanish-speaking world, a place like Dominican Republic, Puerto Rico, you'll see that they have this color schema where the closer you look to white, the more rights and respect and the more beautiful you're considered. So among those mixed-blooded people, you see this color prejudice. I would argue that it's going to be there in the Semitic world as well. And I'll show you in a moment how it is. Ok, donc le frère dit que lorsque les Aryens, donc le peuple aryen arrive, eh bien, une fois qu'il a conquis le peuple, il vient toujours imposer son racisme. Il l'impose aux nouvelles sociétés sémitiques qui ont été créées. Donc, lorsque le peuple arrive, donc les Aryens, ils viennent avec le racisme, et lorsqu'ils subjuguent des gens, eh bien, ils imposent ce racisme aux gens et les gens finissent par adopter cela. Donc, c'est par exemple lorsqu'on va vous dire, bon là, la communication est un petit peu difficile, mais il est en train d'expliquer qu'on va décrire le Kamite comme quelqu'un, c'est en fait normal de le mettre en esclavage. Donc, on se rend bien vite compte qu'il y a non seulement ce qu'on projette dans l'autre, mais également ce qu'il a expliqué ici, c'est que ce racisme, il est également imposé à travers les viols. Donc, on viole nos sœurs, eh bien, c'est vraiment une manière pour lui d'expliquer que ça, c'est également une manière pour que le racisme soit expliqué. Alors, il fait un lien avec le racisme qu'on retrouve dans les pays qui parlent espagnol. Il parle, par exemple, de Puerto Rico. Où à Puerto Rico, par exemple, on voit qu'il y a cette différenciation par rapport à la couleur. Donc, il y aura des préjudices qu'on va subir selon qu'on sera beaucoup plus foncé, par exemple, que ceux qui seront beaucoup plus
clair. Et donc, ça montre bel et bien que ces Ariens, quand ils arrivent, eh bien, ils viennent avec leur racisme et en plus de ça, ils l'imposent aux gens qu'ils ont dominés. Attends, frère, attends, juste un moment, il faut que je parle de quelque chose. Les amis, j'ai bien compris qu'il y a un écho. Certaines personnes ont compris qu'apparemment, les locodermes nous surveillent, mais ça, c'est normal. Vous avez bien vu le titre de l'émission, c'est marqué Guerre, Guerre raciale. Donc, vous croyez quoi? Vous croyez que les locodermes, ils me laissent tranquille? Non, ils se disent, tiens, on va parler de nous, on va les écouter, on va les surveiller. Hein, vous croyez quoi? Je suis étonné? Je ne suis pas du tout étonné de ce qui se passe. Donc les amis, likez. Quand on vous dit de liker, ce n'est pas parce que j'ai besoin de buzz, mais c'est parce que lorsque 10 personnes signalent et que vous likez, ça fait contrepoids. Et de toutes les façons aussi, c'est pour marquer notre militantisme et de dire que nous, on n'en a rien à foutre de vos trucs. Bien sûr que je suis au courant que ce que je fais, on me surveille. On fait quoi? On n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit de penser, on n'a plus le droit d'être dans une communauté et discuter entre nous. Donc, je suis au courant. Et puis aussi, à vous de faire un effort. Lorsqu'il y a un petit écho, c'est normal. On ne peut pas avoir le luxe. Je fais ce que je peux. La communication, je ne la gère pas. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un petit écho que vous passez en mode « Ouais, Mobali, il y a de l'écho. » Il y a de l'écho et alors? Sinon, je mets la chicotte si vous n'êtes pas content. OK? Frère, on y va? Tu veux que je traduis ça ou pas? Ouais, tu peux traduire. Comme ça, il sait ce qui se passe. Yeah, so brother, just a little technical issue at the moment. So our station is Pan-African, so content of what we spread is not always seen and loved by everybody, which means that we're having some technical issues that our listeners are reporting, saying that there's a massive echo, and then the brother is saying that this is normal because the content of what we're saying is not loved by everybody, which means that whoever is controlling our communication is trying to sabotage by raising the level of the echo to make it unbearable for people to listen to. So he says that we just have to carry on doing what we're doing because people are listening to us, are listening to what we're doing, and therefore they're making it harder for us to spread that news. I understand. Donc le frère comprend. Ok, on y va. Okay, if you can carry on, brother. Yes. So the question becomes, can we document racism in the Semitic world? And we can. The first case we find is among the Hebrews. The Hebrews, when they conquered the Canaanites, which were descendants of the Phoenicians, and according to Diop, they are an African people. You can tell by their cultural features. So when the Hebrews conquered the Canaanites, they established a biblical curse. It's called the curse of Ham. And the curse of Ham basically said that Noah was either naked or he was drunk one night, and his son Ham laughed at him. And because of that, Noah cursed his descendants. Some Hebrew scholars say that he cursed Ham as well, but he cursed Ham's son, Canaan, to be a slave for the other two children's children. And it turns out that in the process of being cursed, Canaan's skin darkened, his nose got broader, and his hair became kinky. So once again, we see that phenotype, the dark skin, the woolly hair, the broad nose, being associated with slavery. And let me just get this, brother. It clearly. Go ahead. Yeah. Voilà, je vais juste mettre ça comme ça va pas être très très long. Donc, le frère dit, est-ce qu'on peut documenter le racisme et qu'il existe dans le monde sémitique? Il dit effectivement parce que si on voit par exemple dans le cas des Hébreux, eh bien, lorsque les Hébreux ont conquis les Canaanites, eh bien... Les Cananéens. Les Cananéens, pardon, voilà, et que on peut par exemple voir dans la Bible, il y a ce qu'on appelle the biblical curse, donc il y a la malédiction de Cham. Eh bien, vous connaissez tous l'histoire, qu'il y a Noah qui était nu, qui avait bu, il y a son fils qui l'aurait vu nu et qui l'aurait rigolé, et à cause de ça, eh bien, Noah va être maudit, et il va être maudit, mais également sa descendance. Et le texte biblique il dit que c'est à cause de cela que cette personne allait devenir esclave. Alors on se rend bien vite compte que
rien que dans ce texte-là, eh bien, on retrouve une fois de plus ce qu'on avait dit au départ, à savoir que le phénotype, votre façon, la manière, en fait, l'image de vous, eh bien, elle est suffisante pour vous mettre en esclavage. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a la description des cheveux qui sont bouclés, le nez qui est épaté et la peau qui est noire. Donc, tout ça pour bien montrer que, eh bien, ça, c'est justement une manière de documenter le racisme qui existe dans le monde sémitique. Juste ici, pour rajouter, hein, quand ils disent dans la Bible qu'il a vu la nudité, c'est une expression, en fait, pour les enfants d'Israël, pour dire que, en fait, qu'il l'a mis dedans. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas envie que ma vidéo elle soit censurée, mais qu'il a mis ça derrière. Donc, c'est une expression. Yes. So the brother wants to bring a very important message here. He says in the biblical curse, when they mention about that Noah being naked, he's trying to say that this is a coded way of saying that there's been a sexual intercourse. So it has been presented as someone being naked, but what really is the message behind is some sexual activity that took place, which is a way for the children of Israel to codify what has just happened. Mm-hmm. It's not, Okay. I wouldn't argue against that. Le frère dit qu'il ne va pas être contre ça, non. Okay. In fact, even in biblical terms, when they use the phrase to know, that is also a code word for having had sexual intercourse with. Donc, le frère, il dit qu'effectivement, il ne va pas dire qu'il est contre ce que tu dis. Il dit qu'en fait, même dans la Bible, lorsqu'on parle to know, connaître quelqu'un, eh bien, c'est une façon codée d'expliquer qu'en fait, effectivement, il y a quelqu'un qui a couché avec quelqu'un d'autre. Voilà. Là, on sent l'influence grecque. Hein, je sens l'influence de LGBT Black Lives Matter quelque part. So he's laughing by saying that he can see that there's been an influence from the Greek, and he can really see the connection with the LGBT movement. Well, you know something. Now, by the way, you can argue that because there's a whole piece that I'm writing to show how homosexuality was used to make the African women, the priestesses in Mesopotamia, lose power. It's a whole long, complicated argument, but it's definitely something that can be argued, that behavior, which is unique, or not unique, but praised and valued among Indo-Iranic people, it has been used to subvert power from women and from others as well. Oui, donc effectivement, il te rejoint dans ce que tu dis avec le LGBT, etc. Il dit qu'effectivement, en Mésopotamie, par exemple, les prêtresses, eh bien, il a été montré comment est-ce que les homosexuels, justement, utilisaient justement, en fait, s'organiser pour que la femme Camille, prêtresse, justement en Mésopotamie, puisse perdre les pouvoirs qu'elle avait en tant que prêtresse. Effectivement, il y a ce phénomène qui existe aussi. Et qu'il est actuellement en train d'écrire un texte à ce sujet. OK. As a matter of fact, that behavior was brought in by the Hyksos, by the Semitics that came in, and it got so bad that in Kemet, they had to change one of the negative confessions to address that concern. If you look, you'll see that in the earlier version, there was no mention of that same-sex activity. But you see it in a later version, which means that our ancestors were responding to that behavior. Wow, ça c'est un pull-up. Alors en fait, il dit que cette façon, cette manière de se comporter, donc l'homosexualité, eh bien, c'est venu aussi donc à travers les Hyksos. Et il dit que lorsque les Hyksos arrivent et causent du tort à Kemet, eh bien, la situation s'est tellement dégradée qu'au départ, les negative confessions, donc les lois de la Mahat, voilà, eh bien, elles ne contenaient aucun écrit sur l'homosexualité. Mais les choses étaient tellement mauvaises qu'ils ont dit non, il faut absolument qu'on mette une loi contre ça parce que c'est intenable. Ah ok, d'accord, je comprends. Ok. Okay, go ahead, brother. So the next group of Semites that we find this racism, this color prejudice, is with the Arabs. And the Arabs take it to a whole new level. And as I speak to you right now, my brother,
I can say to you, without any contradiction, that the Arabs, their treatment towards African people has been worse than the white man's. Donc le frère, il dit, toujours continuant dans sa lancée de description des peuples sémites avec son racisme, il dit que, cher frère, crois-moi, ce que les Arabes ont fait, eh bien, ils nous ont mis une couche, mais à un niveau encore inconnu au départ. Il dit, sans hésitation, eh bien, le traitement que nous avons subi avec les Arabes, il est en fait pire que ce que nous avons connu avec les leucodermes. Wow. Now, before the coming of Islam, Arabs already had color prejudice towards Africans. There was a common curse among Arabs calling a man a son of a black woman. That was a curse. Whoa. Because if somebody said that to you, that was an insult, and you could fight about it. So when Islam comes, the Prophet Muhammad, he tries to lessen some of that color prejudice. And he says that no Arab should be superior to a black man. So now he states that because he's addressing the color prejudice that was already there. However, Islam as a religion was not able to overcome the color prejudice that was endemic to Arab society, as well as other mixed Semitic societies. And so what you have is Islam taking the curse of Ham and raising it to a scientific, intellectual level where Arab scholars write about it as though it's the truth. Donc, le frère dit que avant l'islam, les Arabes, en fait, ils avaient déjà ce préjugé par rapport à la couleur de la peau. Et il dit qu'en fait, chez les Arabes, il y avait une insulte que le frère raconte, qui est que the son of a black woman. Donc l'insulte la plus grave, c'était de dire à quelqu'un qu'il était the son of a black woman. Donc il était le fils d'une femme noire. Alors ça, c'était l'insulte. Ça, c'était vraiment dire fils de pute. C'est pas grave. Mais à l'époque, quand on t'insultait comme ça, vraiment, il fallait se battre. C'est ce qu'il veut dire. Et que justement, avec une insulte comme celle-là, eh bien, les gens se battaient parce que c'était vraiment la pire insulte qu'on pouvait donner à quelqu'un. Alors, lorsque l'islam arrive maintenant, eh bien, on se rend compte que le prophète Mohammed, par exemple, lui va justement essayer d'adresser, en tout cas, de trouver une solution par rapport à ce problème où il disait que voilà, que les êtres humains étaient tous égaux, etc. Mais c'est bien pour montrer que si il a fait cette démarche-là, c'est bien parce qu'il y avait des préjugés d'un point de vue racial. Et donc, l'islam maintenant arrive et intellectualise cette réalité et essaie maintenant d'expliquer qu'effectivement que l'Africain est inférieur et tout ce que vous connaissez déjà. Ok. So you find that throughout Islam and among their scholars, there's this notion that African people are inferior. The Jangs. Z-A-N-J. That's the term they use for the East Africans that they felt were fit and right for slavery. Vas-y, mon ami. Ok. Donc le frère il dit que avec l'islam, eh bien il y a cette notion que l'Africain, que le Kamite en fait il est inférieur et que c'est tout à fait normal qu'on le mette en esclavage et puis il utilise le mot Jangs. Is it right? Yes. Jangs. Okay. Yeah, Comment il l'appelle? So it's a Z-A-N-G. Is that correct? Z-A-N-J. Z-A-N-J, donc Z-A-N-J. It was a derogatory term referring to East Africans. And as a result, they began to enslave them in tremendous numbers. And you have an amazing system of enslavement going on in southern Iraq and between southern Iraq and East Africa. And there were so many Africans over there that they formed an uprising, a major uprising where they fought for 13 years against Arab enslavement. In the end, they were defeated. But the lesson to learn is this. The Jang started out and they created the uprising and they were led by an African. Eventually, other slaves in the area, because in Islam, your slave can be any color. It doesn't matter. However, in Islam, they put a lower value
on the African slave. He does the dirtier, nastier work, whereas the white slave, he does the more refined work, and he has a different status. So even within slavery, you find racism in Islam. Yeah. Donc le frère reprenant ce qu'il disait, il dit que donc cette infériorisation qu'on appelle les gens, donc Z-A-N-J, eh bien c'est durant cette période-là qu'on voit le nombre grandissant d'Africains qui sont mis en esclavage. Et il place cela dans les régions vers le sud de l'Irak jusqu'à l'est de l'Afrique. Et il dit que il y aura à un moment donné les Africains qui vont se révolter. Il y aura une période de 13 ans où les Africains, les Kamites, vont se battre contre les Arabes et se battre contre cet état de fait qui était de les mettre en esclavage. Alors, il dit également que dans l'islam, on va se rendre compte que effectivement, dans l'islam, l'esclave peut être de n'importe quelle couleur. Mais comme par hasard, l'esclave blanc, il va pas avoir un traitement qui va être aussi sévère que l'esclave qui va être noir, parce que lui, il va être celui qui va avoir la valeur la plus basse et donc il va faire les travaux les plus horribles qu'on pourrait imaginer. Dis au frère, ça tombe bien que ce qu'il me dit parce que je suis en train de préparer une conférence sur l'impact de l'islam en Afrique et j'ai vu cette partie. Il me semble que pour les Blancs, c'est les Mamelouks et le terme qu'il nous a donné, c'est le terme qu'il va donner plus tard Zanzibar. En tout cas, il y a un lien entre le terme Zanzibar et le terme Zange là qu'il vient de dire. J'ai juste besoin d'une confirmation, mais d'après mes recherches, c'est ça la connexion. Yes. So, brother, as it happens, this is not a coincidence. Brother Mabali Makasi is currently preparing a conference that he's going to be presenting on the impact of Islam in Africa. And then he says, for example, when you talk about the whites being enslaved in Islam, they will be described as Mamluk. And then he says for the others, they'll be described with the word that you mentioned, Janj, and then he says that maybe there's a connection between that terminology Z-A-N-J and Zanzibar. Yes, I would say yes, there is. Because Zanzibar was an island that they had a tremendous slave trade going on. Tremendous. Yeah. Donc en fait, il est d'accord avec toi parce que il est bien au courant que Zanzibar, évidemment, c'était une plaque tournante de ce commerce de l'esclavage. Okay, parfait. Now, one of the problems that happened too is that in the Jang rebellion, eventually the leadership became white, and so therefore the rebellion was doomed because the white slave did not have the same interests and concerns and desires as the African slave. So the movement was co-opted from within. But at any rate, you have a tremendous tradition of Islamic scholars. Many of the scholars that we praise, that are praised in the West as being great, making a contribution to algebra, making a contribution to geography, all these men also wrote books that had openly racist comments or attitude towards Africans, that the intelligentsia in Islam embraced it. So eventually, as the West is coming out of the darkness, they read the Arab racism and attitude towards Africans, and they accept it as truth. Ok. Donc le frère il dit, il va y avoir un mouvement qui va être coopté dans le monde islamique parce que vous vous rappelez que les Janj, lorsque il y a le combat des Janj qui sont donc des Kamites qui veulent se libérer, il va se trouver que dans ce groupe-là, le leadership deviendra locoderme. Et donc de ce fait-là, puisque les revendications des esclaves blancs n'est pas le même que les revendications des esclaves kamites, et bien le mouvement va être coopté. Alors il dit également que les grands savants islamiques que le monde occidental présente comme des personnes intelligentes qui écrivent de très très beaux textes évidemment, on se rend compte que ces écrits que ces chercheurs arabes islamiques produisent, eh bien ce sont des écrits qui en général présentent de manière ouverte un racisme à l'égard du peuple kamite, à travers les commentaires qu'ils peuvent faire par exemple. Alors de ce fait, lorsque les Occidentaux découvrent les écrits des Arabes, eh bien ils lisent le racisme comme il est présenté par ces Arabes-là. Ok.
Donc pour les amis, il faut regarder la rébellion des anges. Ok, la rébellion. Tapez sur internet, c'est très facile à trouver. La rébellion des anges, Z-A-N-J. Ok. Et il me semble que je pense cette rébellion, elle va être en Irak. Est-ce qu'il peut juste me confirmer? Nos frères là qui vont se battre, dont on ne parle jamais, ces Kamites qui vont résister, tout cela va se passer en Irak. Est-ce qu'il peut confirmer? The brother would like you to confirm, based on the information that he's got, the rebellion that took place by our people from the Zanj. It appears that it took place in this place called Iraq. Yeah, that's the Jang Rebellion. Yes. Oui, le frère confirme qu'effectivement c'était ça. Ok. Les amis, on travaille. Notez, faut noter pour vos recherches. Vraiment, il y a pas mal d'éléments ici. Notez tout ce qu'il dit, les noms, tout cela. Yes, go ahead, brother. Yes. So what you have a situation where the Europeans who had minimal contact with Africans, especially in Spain, because Spain had African Muslims already in their population, but those African Muslims were still somewhat second class to the Arab Muslims that were in Spain. In fact, the Arab Muslims, you may call them Moors, whereas if one really had a strong African phenotype, they would call them a blackamoor. And so the Spanish are, and it is Spain, in fact, that is the country that pulls Europe out of the Dark Ages. The Europe, which really probably has always been in the Dark Ages, they were living on manors with a very closed society, no trade, and they didn't take baths, they had all kinds of strange habits. And so when the Crusades start, this is the first time that Europe is exposed to outsiders in any, sizable or extended period of time. And they're fighting the Muslims. And in fighting the Muslims are actually civilizing them to many of the habits that the Muslims have borrowed because of their amazing network of trade. They're trading with Africans, with Chinese, with Persians. So the West is actually civilized. They begin to bring back certain documents, books that the Muslims have translated from the Greek and the Roman that they've added on to. So you have an amazing network where knowledge is taking place, and Europeans are exposed to that because of the Crusades. And then after that, you have the Renaissance, which is also tied into Islam because it is simply translating those same works. Ok, donc le frère il raconte que les Européens en fait et là il se focalise sur l'Espagne. Il dit que l'Espagne en fait va connaître cette situation où il y aura dans la population même il y aura un mélange des Africains musulmans qui sont dans la population et ces Africains-là, ils vont occuper la partie la plus basse de l'échelle et cela en comparaison avec les vrais Arabes, enfin peut-être pas les vrais Arabes, mais les autres Arabes qui eux auront une position beaucoup plus supérieure. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit que l'Espagne à ce moment-là, ce sera le pays qui va en fait tirer l'Europe hors du Moyen-Âge, hors de ce qu'il appelle Dark Ages, parce que à ce moment-là, l'Europe n'avait pas de commerce extérieur, l'Europe avait des pratiques absolument horribles. C'est grâce à l'Espagne et grâce notamment aux Crusades, les croisades, qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Évidemment, il y a un conflit contre les musulmans, mais il ne faut pas oublier que c'est à travers les croisades que qu'on va se rendre compte qu'il y aura un commerce qui va se faire entre la Chine, qui va se faire avec la Chine, qui va se faire avec l'Afrique. Mais c'est vraiment à ce moment-là, durant ces croisades, que l'Europe a accès à la connaissance. Donc, il y aura des bouquins qui vont être traduits du grec, traduits du latin. Et après cela, maintenant, on arrive à la Renaissance. Effectivement, une fois de plus, à travers cette époque-là, ça permet aux Européens d'avoir des contacts avec le peuple kamite. Exact. So now, okay, go ahead, brother. So when the Spanish are ready to, and the Portuguese, by the way, when they're ready to do their overseas exploration, they're already leaving Europe
with an attitude towards the black skin being inferior. At the same time, they have a dislike for the brown skin because many of the Muslims that were brown skin had controlled Spain. So you have these early slave traders having color prejudice as they leave. Now, what the scholars do is they say to us, well, it couldn't have been racism because the concept of race had not developed yet. The phenotypical race is developing as a result of the slave trade, so that prior to the slave trade, you can't really say that it's racism. Now, that is a bogus argument. It's not real because clearly we can see that the African phenotype was discriminated against. Whether it was a race or not, those ethnic groups that had those physical traits, they were discriminated against. So one scholar has coined this phrase that there was racism before there was the concept of race. And I would have to agree to that. So who's the person who coined that term? Of racism before racism? And it's a common term that's being thrown around. The actual person that coined it, I don't have it on hand. I mean, I can look it up if it's in an article, but that would take more time than I would want to spend on it right now. But yeah, no problem. That is a concept that's now being circulated around. That there was racism before there was the concept of race, and I would say that based on the history of what we've seen in the Semitic world, that appears to be exactly the case. No problem, il n'y a pas de problème. Donc le frère continue dans son explication et il dit que lorsque les explorations commencent, et là il parle de l'Espagne, il parle du Portugal, eh bien lorsque ces gens-là arrivent et font leurs soi-disant explorations de notre continent, eh bien ils ont déjà des attitudes contre les gens qui ont la couleur noire, donc les Kamites, mais également ceux qui ont le brown skin, donc les peaux brunes, donc on parle des Arabes ici. Eh bien cette attitude-là existe déjà. Alors c'est là où on voit que ces slave traders, donc ces marchands d'esclaves, évidemment, ils ont un préjudice par rapport à la couleur de la peau de quelqu'un. Alors, on se rend compte que toute personne qui a un phénotype africain, eh bien, il va subir une forme de discrimination. Et par rapport à cela, le frère Damani, il explique qu'en fait, c'est là, et il y a même un terme très, très, très connu en anglais qui parle de racism before racism, ou racism before race, à savoir que le racisme existait déjà avant le concept de racisme, et le racisme existait déjà avant le concept de race en tant que tel. Ouh. Dis juste rappel aux frères, parce que qu'ils n'oublient pas que nous avons des PDF qui nous attendent là. Donc, et là, ça fait bientôt 1h30. Donc, c'est quand il veut, hein. Quand à un moment, s'il veut commencer à illustrer son propos, qu'il n'hésite pas. Hein. So, brother, just be mindful of the fact that we've been talking for 1 hour and a half, and we still have got some PDFs. So make sure that you keep that in mind, and feel free to skip any slide if you feel like otherwise it will be too long. Well, what happens is the PDFs are really relating to the Congo role in the slave trade. So if anything, we'll just save those for our next discussion because they're more germane to that than what we're talking about now. Donc le frère il dit que en fait les slides que nous avons c'est vraiment pour l'influence et l'impact des techniques de combat Congo dans la révolution haïtienne, mais là on est en train de parler de quelque chose d'autre, donc il ne fait pas vraiment de lien avec cette présentation, et il dit que peut-être qu'il va devoir revenir une deuxième fois pour cette fois-là mais vraiment parler des slides. C'est comme tu veux. En fait, oui, parce que ici, comme on s'est un peu éloigné, j'ai peur que comme c'est passionnant, qu'on abandonne notre sujet initial. Donc, comme le temps, il passe, nous avons déjà épuisé 1h30, peut-être qu'il serait intéressant de revenir au débat et au pire, hein, dans une deuxième discussion, qu'on approfondisse un peu sur les locodermes et tout cela, hein, dans une autre discussion. Ça serait quand même un peu intéressant de revenir sur notre histoire du Congo, Haïti, tout cela. Parce que sinon, on va se perdre. So the brother says that because we've been digging deeper and deeper into this conversation, he says that it really makes sense so that we keep the race war topic for another day and another time, so that we really carry on in this subject because it's very, very important and interesting. And then he feels that it makes sense to just carry on with this. And then we'll be coming back for part 2, focusing this time on the Haitian Revolution and the influence and the impact of the Congo techniques of fighting. I agree. Le frère est totalement d'accord avec toi.
D'accord. That's what I was trying to say. Le frère, il dit que c'est exactement ce qu'il voulait t'expliquer au départ. Voilà. Donc, les amis, là, ici, c'est le film avant le film. J'ai mis le film avant le film. En fait, on a parlé d'un sujet dont on parlera après. OK? Mais on va revenir à ce qu'on était censé partager ensemble. OK? Mais c'est le goût. Quand vous êtes chez Mobali, c'est le goût. C'est comme chez Quick, là. Ils disent que c'est le goût. Mais chez Mobali, c'est 2 fois le goût. Donc, dis aux frères qu'on va revenir sur notre histoire sur les Congos. Je vais lancer le PDF hein, et puis maintenant je le laisse nous guider. Est-ce qu'il voit le live via YouTube? Comme ça, il peut commenter le PDF. So the brother says that he's asking if you can see the screen at the moment, the screen, and he says that you might want to, comment a little bit on the slides that might be appearing on the screen. Okay. Let me say something real quick, though. And this is very important. So, go ahead, brother. The way slavery is portrayed to us is quite. Oh, hold on. Okay, I see this picture. Yeah. Okay. No. It's going so fast. Some of these are important. Well, tell him to come down to. Come down. Let me tell you. I told him to come down to slide number 5. He was just there, slide 5. Est-ce que tu peux aller sur le slide numéro 5, s'il te plaît? Ok, j'y suis. Ça va pas. Brother, can you see something here? Okay. So there might be a little delay, but it's going to appear. Yes. Mm-hmm. Les amis, donc le slide numéro 5, là, on passe en mode slide. Donc, prenez les références. Donc le slide numéro 5, c'est celui qui s'appelle Figure One-on-One Map of... Yes. Okay. That's it. So what happens is, this slide is interesting because it shows you when they got most of us out. You see, for the first 150 years of the slave trade, very little people were taken out. The next 100 years, from 1600 to 1700, you get 11.9%. So many of the Africans that were involved in the slave trade at that time, they began to develop a false confidence about their role in the slave trade. Many of them perhaps felt that they could withstand it because its impact did not disrupt them to the degree that it would in the next century. So if you look at 1700 to 1800, look at that. That's when they got us. You see, and what's happening in the Western world is they're beginning to industrialize, they're beginning to systematize, but most importantly, that 1700 to 1800 period, it was a terrible period for the Bakongo kingdom because most of those Africans are coming from the Bakongo or from the Angolan coast. And why? Because there are a series of civil wars and the empire is disintegrating. Ok, let me just get this one. Donc en fait, le frère, il essaye d'expliquer un peu comment est-ce que l'esclavage est en fait présenté au monde. Il dit que si vous regardez le tableau que nous regardons ici en ce moment, on se rend compte que vers la période 1450 à 1600, eh bien, il n'y a que 3,6% de la population qui est esclavagisée. Et il dit que cette période donc de 1450 à 1700, eh bien, le peuple se dit, voilà, il nous arrive quelque chose de vraiment difficile, mais on peut encore gérer. Donc, les gens vivent un peu cette situation avec l'esclavage, mais ils cohabitent, en fait, parce que c'est pas trop grave. Attends, j'ai juste besoin de savoir les chiffres, là, les 3,6, là. C'est en millions que ça se compte? Brother, the 3.6%, you know the ratios, 3.6 and 11.9. Is it a ratio of the total population? Yes. No. Oui. Total number taken. Ah, right, ok. Donc, les ratios, donc les 3.6 et les 11.9, c'est le pourcentage des gens qui ont été capturés. Mais ça se compte en millions, là. Là, c'est millions. So we're talking about millions. We're talking about millions of people. Yes. Oui, on parle de millions, effectivement. Okay. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, sorry, brother. Donc, lorsqu'on arrive vers 1700, c'est à ce moment-là que vraiment les gens en Afrique se rendent compte du drame qui est arrivé parce que c'est à ce moment-là que la majorité d'entre nous ont été mis en esclavage parce que le nombre était simplement beaucoup plus grand. Okay. So let's say, we were doing like real simple math, right? And let's say that
they took 100 slaves, 100 enslaved Africans. But then that means that they only got 3.6 in that first time period, from 1450 to 1600. They only got 11.9, I'm talking about persons, if we're using just 100. Mm-hmm. And in the 1700 to 1800 period, they got 53.8 people, if we're using just 100. So that's what it is. It's a percentage of the whole. So now this is important because it shows us when things began to break down, you see. And once they had this systematized, they're able to do the same thing from the 1800 to 1889. So it's very important. Donc le frère il dit, pour essayer de mieux comprendre, imaginez qu'on a 100 esclaves, 100 personnes qui ont été mises en esclavage, eh bien ça voudrait dire par rapport au ratio qu'on a sur les yeux là, que s'il y a une centaine d'esclaves, donc une centaine qui sont capturés, eh bien 3,6 sont mis en esclavage vers la période 1450 à 1600. Ça veut dire que si on prenait une centaine d'esclaves, eh bien en termes de 100, eh bien 11,9 personnes seraient en esclavage entre 1600 et 1700, et de 1700 à 1800, on aurait 53,8 personnes qui seraient en esclavage, et puis 30,7. Et il explique que la période 1700 à 1889, c'est parce que le système de l'esclavage va être systématisé et, comment je peux dire, que la machine est bien roulée pour justement pouvoir capturer plus de personnes et les mettre en esclavage. Wow. Now, go to slide 6. Slide 6, numéro 6, s'il te plaît. Ok. Tu lui dis que ça va arriver, hein, c'est en train d'arriver. Mais il peut, so it's coming. It's coming. It's a slow delay, but you can already start talking. There's no problem. Yes. So slide 6 shows you the total percentage of Africans taken per region. Now, these figures have been calculated based on the slave trade database. Because the slave trade was a business, each nation kept a record of the ships because ultimately somebody was paying for it. There had to be insurance, and there was going to be profits made. So there are a series of records. Some countries kept better records than others, but for the most part, people required records. In fact, the white man, as we know him, is very litigious. He wants, documents. He wants to be able to verify stuff. So there are records. So that percentage, the slide 5 was just calculated from the slave trade database, and slide 6 is also. And it's roughly, oh, by the way, when you go to the slave trade database, you can set it up where you can pick the region and the white slave trader, and it will show you, the ships, how many Africans were on it, how many made it. It's an interesting site, the slave trade database. And this right here shows the percentage from the different ports or regions in Africa. Slave ships had certain areas that they would go to, and they named them for the most part. So I just took that, made an adjustment. How you doing? I made an adjustment. And so you see, if you look at West Central Africa, which we're talking about, the Congos, 39.4% of the folks came from there. And many of them came in that period that we just saw, the 17 to 1800s. So this is when Congo society was really becoming more and more fragmented, and there was a lot of civil wars and just fighting going on. And that's why they were able to get 39.4%. You can translate that, and then I'm going to tell you the repercussions for that. Yes. Donc le frère, il dit que ce prochain slide qu'on voit ici, en fait, il montre le pourcentage des personnes par région, donc les personnes qui ont été mises en esclavage. Et il dit, ce qui est important de savoir, c'est que l'esclavage, c'était un commerce. Et donc il y avait des bénéfices à tirer. Il y avait des compagnies d'assurance qui travaillaient. Donc à cause ou grâce à cela, eh bien, il y a des records. Donc il y a des archives, il y a des documents qui existent qui peuvent montrer cela. On voit la description des régions d'où provenaient ces personnes, on voit le nombre de personnes capturées, on voit le nombre de personnes par bateau, on voit dans les archives les ports d'où ils étaient venus et où ils allaient, on voit les régions de provenance. Donc tout cela est établi. Et si on regarde par exemple ce qui est frappant d'entrée de jeu sur ce slide, eh bien c'est les 39,4% qui proviennent d'une seule et même région, c'est la région
Congo. Et ça, évidemment, ça correspond au slide précédent qui était que c'est de 1700 à 1800 qu'il y a le plus grand nombre. Eh bien, cela justifie pourquoi nous avons 39,4% dans la région du Congo. D'autant plus que, si vous regardez, c'est durant cette même époque que la région du Congo, elle est fragmentée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des guerres. Et ces guerres sont provoquées exprès pour déstabiliser le pays, de sorte qu'on puisse se servir et capturer des personnes. Ok. Okay, go ahead, brother. So now here's what happens. Because they were able to get so many Congos out in that short period of time, right, the Congos begin to be negatively stigmatized in the slave population. The slave population begins to almost like make jokes or look at the Congos as being backwards. And again, part of it is the fact that how are they getting all these people out? You know, what's going on? Are they not smart? At the same time, because they came in last, they put them on the lowest rung. And so they were the ones given some of the hardest labor, and they weren't able to move up as quickly in the slave hierarchy because they were the last in. So the last in were looked down upon. So this is among the slave population in the New World. Yes. Right. Yes, they're looked down upon, and they're teased. And if you are of Congo descent, then you hold on one second. Hold on. Okay. Donc, pendant que le frère avec la personne qui est à côté, je vais traduire ce que le frère vient de dire. Il dit que dans le slide, on se rend bien vite compte que la portion qui provient de la région du Congo est vraiment énorme. Eh bien, une chose importante qu'il faut noter également, c'est que les Africains qui viennent de cette région, qui arrivent en esclavage dans le Nouveau Monde, eh bien, ils sont stigmatisés. Pourquoi ? Parce que il y a des blagues qui vont circuler dans la population des esclaves, qui est que lorsque les esclaves arrivent et qu'on se rend compte qu'ils viennent de la région du Congo, ils sont en fait moqués. On se demande mais pourquoi est-ce que vous êtes là ? Ça a dû être facile de vous avoir. Alors du coup, les esclaves de la région du Congo vont être maltraités, ils vont être des marchepieds parmi les esclaves et donc ils auront un traitement beaucoup plus sévère, beaucoup plus dur et ils vont en plus de cela même subir des moqueries de la part des autres esclaves qui considèrent que les esclaves venant de la région Congo, c'est des moins que rien. Mais pour ce que j'ai pas compris, c'est qu'est-ce qui va provoquer ce mépris ? Qu'est-ce qui va provoquer ce mépris envers les autres esclaves qui eux ne venaient pas du Congo ? Pourquoi les Congos, ceux qui viennent du Congo, vont se faire moquer par les autres esclaves. C'est ça que je n'ai pas trop compris. Yes, brother. Yes. Could you explain once again why why the slave coming from the Congo region will be mocked by the others? Because they also were slaves, they were also captured. Why? Right. What is it? Is it because they came in large numbers? Yes. So for example, right. in Haiti, and that's what we're talking about. In Haiti, most of the field workers were Congos. You see, so they're the ones at the lowest level of the slave hierarchy. And so yes. after a while, they're being associated with being, dumb, lazy. Even though slaves worked hard, there's always association for some reason of slaves being lazy. Now, of course, clearly, who wants to work for free when you're being whipped and beat, right? I wouldn't have a problem being lazy either. But the point is just that there's that association. So in most places where the Congos are at, and this is true in Jamaica, it's even true in the American South, that there's always a negative stipulation on the Congos, that they're dumb. And this is part of the tradition. Sorry. Donc le frère utilise le cas de Haïti pour expliquer son propos. Il dit, si vous regardez dans le cas de Haïti, la plupart des esclaves, donc les esclaves des champs, eh bien ceux-là, en général, la majorité d'entre eux provenaient de la région du Congo. Alors, il dit que l'explication de cette moquerie vient du fait qu'ils représentaient une plus large population.
bien évidemment qu'il y avait des esclaves qui venaient de partout, mais il se trouve que la plus large population des esclaves qui se trouvaient dans les champs, eh ben, ils venaient du Congo, et donc il y avait cette moquerie qu'en fait, s'ils ont été capturés en si grand nombre, c'est parce que ce sont des fainéants, c'est parce que ce sont des gens qui sont d'ombre, donc ce sont des gens qui sont stupides. Et que c'est même pour cela que jusqu'à aujourd'hui, dans le sud des États-Unis d'Amérique, eh bien, il y a toujours cette connotation, cette connexion que, voilà, Congo, ben, c'est stupide, en fait. D'accord. Donc, si je comprends bien, hein, pour que je sois sûr de mes trucs, parce qu'après, il y a une blague qui va arriver. Donc, à l'époque, les Congolais, c'est la majorité des esclaves. Et les autres vont arriver plus tard, ils vont se foutre de notre gueule en disant, mais oui, mais si vous êtes assez nombreux parmi les esclaves, c'est parce que vous êtes idiots, vous vous êtes laissés faire. En gros, hein, je schématise. C'est exactement, c'est bien cela. Let me also C'est ça. say, Yes. let me also say that some of this is not simply now, even though some of this attitude existed during enslavement, right? A lot of it also comes from the Haitian Revolution, because what happens is in the Haitian Revolution, there's this, and this is what I was going to talk about earlier. In the last phase of the Haitian Revolution, there's almost like a civil war going on, where Africans are fighting Africans. In the last phase of the Civil War, it's called the war within the war. And and the way it turns out, it is the Haitian revolutionaries fighting the Congos. Now, it's not because the Congos were traitors or weren't good fighters. It's really just the opposite. The Congos were the ones that were holding down the revolution. And when the others decided to come back into the revolution, you see, the Haitian Revolution is interesting because at a certain point, the Creoles and all their generals, they go back to the French. The Congos didn't. So when the Creoles now come back and want to hook up with the Congos are like, no, we don't trust you. And so they ended up fighting each other. And that's what happened. And so because of that, because the side that won, of course, were the Creoles, the Congos are now, and by the way, many Congos came and joined back with the Creoles too, but this fighting went on. And some of the Congos, even after Haiti was independent, still refused to submit to the new government. So that's also part of the negative association, this whole war within the war. So it's not simply they were captured in large numbers. Oui, alors pour un petit peu continuer dans cette lancée, le frère il dit que le cas de la révolution haïtienne est vraiment très très intéressant parce que il parle d'une guerre civile qui se passe en Haïti, où il parle d'une guerre de Africans against Africans. Donc on se retrouve sur l'île de Haïti, mais on se rend compte que des Kamites se battent avec les autres Kamites. Alors il précise ceci, il dit que durant cette guerre, il y a les créoles par exemple qui vont eux s'associer aux Français. Et qui vont s'associer aux Français. Moi, je dois entendre cette phrase, frère. Je dois entendre cette phrase. C'est quoi ? Il dit que durant ce conflit qui va avoir lieu en Haïti, eh bien, la population créole, elle aura tendance à s'associer aux côtés des Français. Alors, lorsque ces créoles maintenant changent d'avis et qui veulent revenir maintenant pour se battre du côté des Congos, comme lui, il les appelle, le peuple Congo dit non, nous on ne veut pas de vous. Évidemment qu'il y aura des moments où ils vont se mettre ensemble, mais en règle générale, le peuple Congo, donc ces anciens esclaves, ces esclaves, eux vont refuser que les créoles puissent être en même temps du côté des Français et du côté des Congos. Alors, ce qu'il faut retenir également ceci, c'est que c'est vraiment le peuple Congo qui, lui, va vraiment vouloir se battre pour en découdre dans cette situation. Ok, là, ça m'intéresse. Mm-hmm. Okay, if you can carry on, brother, because Brother Mobali Makasi is very interested in that aspect. Yeah, and so, but now, so part of that is again just the complications that grew out of the fighting in the revolution. But and because of that stigma associated with the Congos, many people don't realize that the majority of people that are over here in the diaspora, not the majority, but the largest percentage, they're of Congo descent. You see, even if you look at that same chart, you'll see that the people that came from the Bight of Biafra, right? Their
culturally related to the Congos as well. In fact, they're all considered Bantu speakers. You see, so almost 55% of all people brought over here are of the Bantu type. But over here, I'm telling you right now, over here in the West, the Bantus aren't even thought about. Most of the time, we think about what they call the Negro, which is more up in West Africa. So people don't even associate, or they're not even aware of their, many times, of their Congo Bantu heritage. And so that's the way things have been skewed. But as we do more and more research, we'll find out more and more. Donc, le frère... Go ahead. Sorry, brother. Donc, en fait, le frère, il raconte qu'en fait, les choses sont vraiment déformées et il est que en règle générale, il faut savoir qu'aux États-Unis, une large proportion des personnes qui étaient mises en esclavage, c'était des personnes qui avaient une origine Congo. Il dit, par exemple, si on voit dans le slide, effectivement, on voit bien qu'il y a 39,4% de la région du centre, mais il dit, même si on voit le chiffre au-dessus, donc le Biafra, eh bien, ce sont des Bantous également. Donc, eux, quelque part, ils font partie de ce qu'on peut appeler cette région du Congo. Et il dit, c'est assez étonnant de voir que la majorité des gens qui étaient en esclavage aux États-Unis, par exemple, eh bien, ce sont des gens qui sont originaires, qui viennent des Congos. Mais c'est toujours étonnant de voir que malgré cela, eh bien, c'est ceux-là dont on se moque le plus, alors que c'est la majorité des gens qui étaient là. Parce que la plupart du temps, les gens ont tendance à penser que eh bien, les esclaves, ce sont ceux qui sont venus de l'Ouest, par exemple. Alors que non, la majorité venait de la région Congo. Mais malgré cela, il y a toujours des moqueries contre le peuple Congo. Attends, moi, un truc qui m'intéresse là et qui intéresse pas mal de gens, cette opposition entre les Congos et les créoles. Donc, Congo, moi, j'ai compris c'est quoi les Congos. Mais les créoles, c'est qui en fait? Okay, the brother is very interested about the conflict between the Creole and the Congo. So he understands who the Congos are, but who are the Creoles? Hello, brother? So what happens is the Haitian army was organized into three tiers. So you have at the top of the army the Creoles, meaning the people that were born into slavery in Haiti. They were able to all speak Creole, and they knew which skin color do they have? They're Africans. Right. They're Africans. Okay. In fact, Toussaint Louverture, his father was a Fon from Dahomey. You see, Henry Christophe, he was from Bambara extraction, West Africa. So they're Africans. But what happens is they were born. They're that first generation born into the colony. Okay. So they don't have the same cultural connection, say, as somebody who's captured as a young man and brought to the colony. See, a different orientation. And so during the Haitian Revolution, you have both of those fighting. So the leadership, because they spoke the same language, right, knew the white man's ways, they are actually the top tier of the army, right? The bottom tier and the main fighters, they're the field slaves, the ones who have just come, the new arrivals, and they're almost all Congos. But here's what happens. They were captured in the Congolese in the wars. So most of them, or a large percentage of them, they're already soldiers. They're already warriors. All right. So when they come into Haiti, right, they form the bottom tier. And then the middle tier are those Africans who were either Creolized or they had been in the colony long enough that they could speak Creole. So let me give you an example. The Haitian army was divided into tribal groups. The Yoruba fought with the Yoruba. the Congo fought with the Congolese. The Igbo fought with the Igbo. In other words, they fought like that. Everybody fought with their own group. But at the top of that group, they had to have somebody that could speak
their native language and Creole. You see? Because otherwise they wouldn't be able to communicate with the leadership. So we've got on the top the Creoles. On the second, we've got the Creolized brothers, and then on the third one, we've got field slaves. The guys that just came over. Ok, let me get it to the brothers. Donc en fait, le frère, il explique qu'en fait, si on regarde l'armée haïtienne, allô, je suis à l'antenne là? Oh ouais frère, on est en ligne, on t'attend là depuis tout à l'heure. Désolé frère, désolé. Donc l'armée haïtienne, en fait, elle est divisée en 3 groupes. Il y a le premier groupe qu'on appelle les créoles. Alors les créoles, ce sont des Africains qui sont nés dans l'esclavage. Donc le fait qu'ils sont nés sur le territoire haïtien, ils parlent le créole et donc ils connaissent les us et coutumes du maître, ils connaissent un petit peu la vie sur l'île. Deuxièmement, il y a des Kamites, qu'on va dire peut-être des intégrés, on va dire, mais lui, il les appelle des criolisés, parce que eux, ils sont pas nés dans l'esclavage, mais ils parlent la langue et ils connaissent un petit peu mieux la réalité. Et puis il y a le troisième groupe, à savoir le nègre des champs, par exemple. Alors eux, ce sont ceux qui sont fraîchement capturés de l'Afrique. Et ils arrivent sur le territoire, et eux, c'est les Congos. Alors eux, on les a capturés dans les guerres en Afrique, et donc, en règle générale, ce sont des soldats. Donc déjà, il y a en eux ce désir en fait, ils savent manier le combat. D'accord. Et donc, il y a ça. Donc, il y a d'un côté les créoles qui ont une connexion à la culture, il y a le groupe qui est créolisé, qui connaît un petit peu la culture, et puis il y a les autres qui sont, eux, des guerriers, parce qu'ils sont fraîchement arrivés. Et on se rend également compte que lorsqu'il y a des conflits, par exemple, dans cette armée, eh bien, on va se rendre compte que les Yoruba vont se battre contre des Yoruba, les Ibo vont se battre contre des Ibo, et voilà un petit peu ce mix que nous avons dans cette armée haïtienne. Ok. Donc ici, les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est les mêmes, hein, parce que tout ce qu'il vient de dire, là, les problèmes qui nous opposent entre Noirs, ça existe encore. Hein. Tout ce qu'il vient de dire là. Entre les blédards, ceux qui ont pris la culture européenne, hein, les Afropéens, hein, qui pensent que les autres Noirs, parce qu'ils ne parlent pas bien le français, c'est des blédards, on se moque d'eux. Les blédards qui sont en mode Lumumba, hein, les autres qu'on retrouve que c'est les enfants de la République, toutes ces choses-là qui nous opposent encore aujourd'hui, c'est là. Hein. So the brother is saying that, yes, what you have described is really the reality that we know today, where, for example, in our reality today, you will have people from villages who will be fighting against other brothers who are integrated. You will have people who will believe that they are French, and then they'll be fighting their brothers and sisters who remain in the continent. So basically, the reality that we see today and the conflicts among us Black people, you already is the same one that you've just described, which took place in the Haitian army, where the Yoruba will fight the Yoruba, the Igbo will fight the Yoruba, and a sort of cultural battles between brothers and sisters. Yes, yes. Attends, frère, il faut vraiment que tu fasses court, parce que quand c'est trop long, après les gens ils nous suivent plus. Donc fais court comme ça, il y a toujours, les gens ils sont toujours trucs. Parce que si ils parlent trop et que toi après on attend que ça se traduise, ça va devenir très long. Yes. So brother, a little request again. Is it possible that when we speak, that you make it short, because we don't want our brothers and sisters to just give up on us and then drop, so that if we make it shorter, they don't have to wait for longer translation. Yeah. And you know, I thought I was doing better. Le frère, il dit, bon sang, d'accord, je vais essayer de le faire, mais je pensais que je faisais mieux, mais je vais encore essayer de faire encore mieux. Voilà. Tu dis merci d'avance, on sait que c'est pas évident. On fait avec ce qu'on peut. So thank you very much in advance, but he realizes that it's not easy. Yes. I'll try and be better. I will be better. Okay. Another point. Well, if you go up to slide number 4. La slide numéro 4, s'il te plaît, frère. So, one of the things that I argue in Distorted Truths is that Africans do not live by philosophy. That they live by what I call cosmology. Cosmology is simply the careful study of nature and then figuring out a blueprint to live by based on that. And so that diagram you're looking at is an example of an African cosmology.
how the entire structure is laid out. And the reason why I put it in this slide is because that's the structure of the societies in the Congo. That is the structure. Now, you and I didn't know it, we didn't realize it, but that's how it's structured. And there's a certain logic that's tied into it. And I would go as far as to say that you don't really have a culture unless you're living according to a structure like this. Something similar, something that understands how things are laid out. Let me get it for yeah, go ahead. Yeah, let me get it for the brothers. Donc en fait, le frère il dit que la thèse, le thème qu'il aborde dans son bouquin Distorted Truths, donc les vérités déformées, il montre qu'en fait le kamite, il ne vit pas selon une philosophie. En fait, lui, il vit selon la cosmologie. La cosmologie, qu'est-ce que c'est ? En fait, il définit la cosmologie comme étant l'étude de la nature. On étudie la nature et en fonction de cela, on extrait des règles, des manières de fonctionner qu'il appelle blueprint. Et donc maintenant, on s'accorde à vivre selon ces nouvelles règles qu'on va établir suite à l'étude de la nature. Alors, le slide que nous voyons actuellement montre justement un exemple de cette structure. Et ça, c'est une structure qui montre comment le peuple Congo vivait. OK. Go ahead, brother. Yes. So any African society, like for example, Kemet fits in there. Ancient Nubia fits in here. In other words, the Baganda, the Bakongo. This is how Africans conceptualize the world. And it's explained by, I don't want to really go into detail and explain it, but this is what the structure of an African society. And all the rituals, they all have meaning when you understand how this chart flows and how it goes. In the book, I explain it in Distorted Truths, and I brought it back into this book because it's that important. And in this book, I explain it in a little more detail so you can see how it reflects the African worldview. Basically, to make something long and something short, the argument I put forth is that Africans live according to three basic principles that you can go to any African society, and you will find these three principles. And that is the basis of our thinking. And that thinking is that the world is based on a system of orders. That yes, there is order, and the order is definite and it repeats itself. And it's on us to understand this order. So this diagram begins to reflect that order. Second principle is that the human being is at the center of that order. And at the center of it, we have the capacity to balance it, you see, to understand all aspects through our consciousness. And the last part of that order is the fact that sexual intercourse and the whole reproductive process is the way things unfold and are created. And so once we understand that and we apply it to all things, that's African culture in a nutshell. Right, ok. Donc, le frère, il explique que quand on voit ce diagramme ici, on peut vite comprendre que les civilisations de Kemet rentrent dans ce schéma-là. Si on voit les traditions et les civilisations du peuple Congo, eh bien, ça rentre exactement aussi dans ce schéma. Si on voit la Nubie, eh bien, ça rentre dedans également. Donc, en fait, notre peuple a pu conceptualiser le monde et avec les coutumes, avec les rituels, les significations qu'on y attache, etc. Et tout est en fait schématisé sur base de ce que nous voyons à l'écran. Alors, il explique que le peuple kamite, en fait, il s'articule autour de trois principes. Le premier principe, c'est le système de l'ordre. Donc, le système de l'ordre qui est stable et qui se répète constamment. Le deuxième principe, c'est bien l'être humain. Et l'être humain qui est comme la pièce maîtresse, le centre. Et ce centre qui doit être en équilibre. Et puis le troisième principe, eh bien, c'est le principe de la sexualité, parce que c'est le principe qui permet la vie, qui permet la création. OK. So basically, okay, go ahead, brother. So we don't simply live. We have this grand design that governs our actions, our rituals. And the important thing is that
those Africans snatched up in the slave trade, and we're talking about the ones coming from the whole Congo region, the Angolan coast, that this was part of their worldview. So they weren't just empty-headed vessels. They were people that had a very distinct worldview, and they were able to apply that in their fighting and in their struggles. And go ahead. Donc, en fait, il dit que le Kamite, en fait, il sortait de cette manière de fonctionner, et donc on voit qu'il y a des rituels et tout ce que nous pouvons imaginer, mais il dit que il faut maintenant imaginer que tout Africain qui avait été capturé et mis en esclavage, c'était pas quelqu'un qui était une tête vide qui arrivait comme ça dans un pays, et bien c'est quelqu'un qui était arraché de cet équilibre, qui était arraché de cette réalité-là, et que donc cette personne, avant d'être capturée, vivait en symbiose avec son environnement, avec les gens autour de lui. Ok. And let me just make a last point to clear up some stuff that's not really clear. The slave trade, we use it a lot of times talking about the transatlantic slave trade. But slavery as an institution was really created by, well, first of all people have had experiences with enslavement. So Africans, we've had experience where people have been forced to work, but the worldview and your culture always determines how those people are treated and how they fit into the larger scope of things. Could you say it again, please? Could you say it again, brother? Okay, I'm trying to make it shorter now. So what happens is all people have had systems where they force others to do work for them. Yes. You can servitude, slavery, different terms for it. Now, clearly, we never think of what we subjected ourselves to back home was the same thing as what Europeans did, primarily because the European has a very different conception of the human being's value and worth. Mm-hmm. Donc en fait, l'homme blanc, il a un concept, il conçoit l'être humain différemment de nous par exemple, et en fait il essaie d'expliquer que lorsque l'esclavage est créé, eh bien cet esclavage est créé dans lequel on voit par exemple un peuple qui va faire du mal à une autre personne, et que par exemple lorsque vous voyez donc la manière dont les Africains vont être traités dans l'esclavage, eh bien ce n'est pas la même façon que les Européens, quand ils se sont mis en esclavage entre eux, eh bien, c'était pas exactement la même chose. Now, one major difference between our system and the other systems of enslavement is that in the other systems, you have, especially with the Greek and Roman systems, you have it where slavery is the primary mode that produces wealth. In other words, they're the main people doing the work, and they may be a very large percentage of the society. So, for example, in Greek society, hello, brother. I think you're breaking up. Oh, I said in Greek society, they had a tremendous number of people that were actually slaves. Only 10% of the population were citizens. The other 90% had no rights. So the Greeks used to enslave the Slavic European people. That was their main target, the Slavs. Yes. OK. Let me get this one. Donc, en fait, le frère essaye d'opposer le système des Grecs avec le système que nous avons connu. Il dit, par exemple, que dans le système des Grecs, eh bien, l'esclavage était en fait considéré comme un mode, un moyen de créer de la richesse. Et c'est bien pour cela que la population locale, c'était 10% seulement. Et les 90%, eh bien, c'était des gens qui n'avaient pas de droit. Et ces personnes-là, c'était qui? C'était les Slaves. Okay. The Greeks would enslave the Slavs from the ancient period, and then the Romans would enslave Slavs. And so eventually Muslims enslaved Slavs. The Slavs became the primary target of whites that were enslaved. And they were enslaved in such numbers, and it was so normal that they give us the word slave. Ok, donc le frère explique que dans cette période-là, donc il y a eu les Grecs, et puis après cela il y a eu les Romains,
et puis après les Romains, il y a eu les Arabes. Eh bien, toutes ces personnes, donc les Grecs, les Romains, les Arabes, eh bien, eux, ils vont mettre en esclavage les Slaves. Alors, ce terme s'est tellement popularisé et que c'est ça qui a donné slavery. Donc, exact. Le terme est esclave. Yes, donc le mot slave, donc qui vient du peuple slave. Now the Slavs are being enslaved by other Europeans. When the Muslims come to power, they also begin to target Slavs and anybody else they could enslave. So you have a thriving slave trade that's happening in the old world, primarily Eastern Europe, thriving. And what happens is when the new world is discovered, they then establish a slave trade going to the new world. However, good, I'll leave it at that. Ok, donc en fait, on a bien vu que ce sont les autres Européens qui mettent en esclavage les autres Européens. Donc on a parlé des Grecs, on a parlé des Romains, etc. Et ça, c'était dans l'Ancien Monde. Mais il va également y avoir des changements qui vont se passer lorsqu'il va falloir maintenant arriver vers le nouveau monde, donc le New World, où un nouveau mode d'esclavage va prendre place à une nouvelle forme de commerce d'esclaves. Now, so you have Arabs involved in the slave trade in the old world, and you have Italians involved in the slave trade. Italians were major slave traders. Now there was no Italian. Are you talking about Italians? Yes. Okay. They were major slave traders. But remember, though, at this point, Italy wasn't a nation. It was a series of city-states. But various city-states were involved in this Eastern slave trade, enslaving Slavic people. When Columbus leaves on his voyage, one of his missions is to get slaves. In fact, he comes from an area that was a major slave trading city-state. In Genoa. Yes, major. Okay. Donc, le frère, il dit qu'effectivement, on se rend compte que les Arabes d'abord, puis les Italiens vont être parmi les entités, en fait, donc les gens qui vont être les plus grands trafiquants d'esclaves. Alors, il faut bien aussi se rappeler que l'Italie n'est pas encore une nation en tant que telle, mais ce sont des conglomérats de petits États qui sont entre eux, mais qui sont déjà très, très actifs dans ce commerce. Et c'est également c'est également là que on verra le départ de Christophe Colomb qui en fait partira de cette entité-là pour justement participer à la traite négrière. So now in the old world slave trade, you primarily have some Janks, right? And then you have a whole bunch of Slavs, slave population. In the new world, they come over and they enslave the native population here. See, so slavery is a part of this. So you have slavery in the old world, which is predominantly predominantly Slavs and a few other white groups, and you have some Africans involved. And then you have in the new world, Native Americans. Columbus starts the transatlantic slave trade by sending Native Americans to Spain. Eventually, they decide, after the pleas of a Christian, a Catholic priest or father, that leave the Indians alone. They're dying out. They're beautiful people. Let's get the ugly African. That's basically what he said. And for the first time, Europeans begin to ship Africans across the Atlantic, and now you have the transatlantic slave trade. So you have two slave trades, the one from the old world and you have the one from the new world. Donc le frère ici met en contraste l'esclavage et le type d'esclavage qui se pratique dans l'ancien monde, et il oppose cela au type d'esclavage qui se fait dans le nouveau monde. On retient que dans l'ancien monde, c'est essentiellement des Slaves, donc des Européens qui mettent en esclavage des autres Européens, alors que dans le nouveau monde, eh bien, ce sont les natifs américains, donc les Native Americans, donc le peuple natif de l'endroit, qui va être envoyé en Espagne en tant que esclave. Mais c'est plus tard qu'il y aura un courant qui va dire qu'en fait il faut laisser tranquille ces natifs américains et qu'il faut à la place esclavagiser the ugly Africans, donc les Africains les vilains.
Et c'est à ce moment-là que la traite négrière des Européens commence. So now, Okay, brother. look what we have happening here now. So we have a slave trade that's going on in the old world, and we have a new one that's just developing in the new world. In the new world, once the Indians begin to die off, or they're killed off and they die off, you now have all this land, and you begin to find the development of plantation slavery. And it just so happens that Africans, West Africans, were excellent farmers. And so they began to be targeted for their ability to grow rice and other crops. So now you have Africans becoming more and more a part of the slave population in the New World, while the Old World population is still largely Slavs and some Africans. Donc, un élément important à signaler par rapport à cette thématique, c'est que il y a la population des natifs américains qui va commencer à mourir, et en même temps, eux mourant et étant dans un espace qui est très très grand, on va voir maintenant apparaître la naissance des plantation slavery, donc l'esclavage qui en fait qui est basé sur les plantations. Et comme il se trouve que parmi les esclaves, il y a des Africains qui sont réputés pour être des excellents agriculteurs, eh bien, c'est eux qui vont commencer à utiliser les techniques agricoles pour faire donc le riz et du blé, des choses comme ça. Et donc voilà ce que le frère vient de signaler. Go ahead, brother. So the transatlantic slave trade and the slave trade that exists in the eastern part of the world, they end at around the same time. And the point is this, that white people never stop being slaves. That during the entire period where African people are being enslaved, so are white people. The difference is that theirs is happening in Europe, where we are the focus of the New World enslavement. And then eventually they will pass laws where only Africans could be slaves in the New World, where in the Old World, it continued to be whites and Africans as well. Donc le frère, il parle de la traite transatlantique et il dit qu'en fait que les deux types d'esclavage, donc l'esclavage des Slaves, donc des Blancs par des Blancs, va continuer dans l'Europe de l'Est et tout ça, et que en même temps que cela arrivait, eh bien notre peuple était en esclavage dans le Nouveau Monde. Et donc en fait, il faut vraiment bien comprendre que le peuple blanc n'avait jamais cessé d'être mis en esclavage. Mais ce n'est que bien plus... Donc, en fait, tout se passait de manière similaire. Okay, go ahead, brother. See, part of the problem is that nowadays, they have us so conditioned that if you think of a slave, you close your eyes, you might see a black person, you might see an African, a comment. But in reality, whites never stop being slaves. But they have the narrative set up where if you talk about a white slave, you have to say white slave. If you talk about a black slave, you just say slave. And that's where the brainwashing is at, where whites never stop being slaves. Never. Donc en fait, il parle de ce qu'on appelle un brainwash, donc un lavage de cerveau, qui fait qu'en fait, on a été conditionné pour que lorsque on parle du terme slave, donc esclave, qu'on pense et qu'on voit l'image d'un Africain immédiatement. En fait, comme il avait dit au départ, les esclaves blancs étaient dans l'esclavage au même moment qu'il y avait des esclaves noirs. Mais la réalité est qu'il y a un narratif qui s'était installé, de sorte que lorsqu'on parlait d'un esclave blanc, on parlait de white slave. Mais quand il s'agissait de parler d'un esclave noir, on parlait simplement d'un slave. Donc voilà pourquoi il y a cette différence, donc de sorte que lorsque vous entendez slave, esclave, vous pensez à un noir, alors que pour un blanc, on dirait white slave, donc un esclave blanc. Mais ici, moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le Congo, les arts martiaux et la libération d'Haïti. Parce que c'est ça, moi, qui m'intéresse. J'ai bien compris que les Blancs aussi esclavagisaient les Noirs. Tout cela, on a compris. Mais moi, je veux le moment de la chicotte. Je veux savoir mon peuple, ce qu'ils ont fait, tout cela, tout ça. Je suis impatient depuis tout à l'heure. Voilà, je suis en train de bouillonner. Donc, j'attends.
So with all that explanation being given, the brother is really excited and he's really impatient. He really wants to know how the Congo people used whatever they had to fight that revolution. Is it possible that you give us a little bit of a taste? Okay, well, so let me just say it like this. Now, in the Congo, you have a whole bunch of African martial arts. As a matter of fact, let me just do a little sidebar and talk about African America for a second. So, as a young child in this country, we used to love to play tag, right? And when we played tag, if somebody tried to tag you and you got out of the way, right, that was like really something big. If you could evade them, or what we call dodging, right? And if you notice, in many of the sports that African people play, the ability to dodge or to evade your prey or whoever's coming after you is very important. In basketball, you see it. You see it in football. You see it in American football. Very important. And when I grew up, very important. I found out that the ability to dodge your prey in fighting was a high science in the Congo. And it was part of their fighting system that the people from well, let me think of the name of the people. Queen and Zinga's people. Let me look it up real quick. The people that fought my memory's not as good as it used to, but the people that fought, the folks that Queen and Zinga was in charge of, they were masters at this art. It was called Sanga. That before they would even fight, they would go into trance, dancing, getting into Sanga, so that they would be able to evade their enemy with the greatest of ease. And this, okay, so say that part and I'll tell you more. Right, ok. Puisque toi, le frère Mobal, il t'a parlé des techniques de combat, alors le frère, il dit qu'il voudrait parler des arts martiaux, mais avant de parler de cela, il voudrait d'abord commencer par la réalité donc aux États-Unis d'Amérique. Il dit aux États-Unis d'Amérique, dès le plus jeune âge, les petits-enfants vont jouer à un jeu banal comme le touche-touche. Alors, comme vous le savez, dans le jeu de touche-touche, eh bien, il s'agit que quelqu'un vient, essaye de vous toucher, et votre technique à vous, eh bien, c'est d'essayer d'éviter que quelqu'un vous touche. Voilà. Alors, Nous, il on dit appelle que... ça ripato. Donc, tu dis, ça, c'est le terme en Congo, c'est ripato. So the brother is saying that the tag is called in Congo ripato. Ripato. Okay. So, donc, cette technique de touche-touche, eh bien, c'est cette... capacité que l'enfant a de pouvoir éviter l'adversaire qui vient pour le toucher et essayer de l'éviter. Eh bien, il dit que cette technique-là, elle est tellement répandue aux États-Unis qu'on la retrouve par exemple dans le basketball, où quelqu'un vient pour essayer de vous prendre la balle et vous essayez de l'éviter. On le voit dans le football américain. Et il dit que cette technique, justement, c'est une science qui était qui était hautement estimée en Afrique et certainement dans les techniques de combat. Et il dit par exemple aussi, si vous voyez la reine Jinga par exemple dans les troupes qu'elle avait, eh bien les gens quand ils devaient aller à une bataille, eh bien il se préparait, il rentrait en transe et il a parlé d'une technique qu'on appelle sanga. Donc dans laquelle vous rentrez en transe et toute la technique pour vous c'est d'éviter, en tout cas d'essayer que l'adversaire ne vous touche pas. Yes. So among the Ndongo, all right, it was a high art form, and what happens is everybody didn't have shields. You know, some people just use sanga out in the open combat, so they had to be really good. So you're shooting an arrow at me, thrusting at me with a spear. I had to be able to flip, to duck, to dive, to evade it. And so that was a major part of African warfare, especially among people in that region. In fact, Queen Nzinga, queen of the Ndongo, and she became a queen of the neighboring society as well. When she was old, she would still, like, she was a queen of the Ndongo and the Mbundu. When she got old, Are you there, brother? she would get Are you there, out brother? and show that she still knew Sanga. She would perform it. In other words, she would let people try and stab her, and she would show that she was still able to evade it, even when she was older. That's how important Sanga was among the Ndongo.
Right. Donc là, le frère explique un petit peu l'importance que cette technique Sangha, qui était très très utilisée chez le peuple Ndongo, qu'on revoit chez la reine Dinga par exemple, était vraiment important. Parce qu'il dit, il faut pas oublier que ces soldats qui se battaient, la majorité d'entre eux n'avaient pas de bouclier. Donc, essayez d'imaginer un soldat qui n'a pas de bouclier, qui doit essayer d'éviter des lances, des flèches. Donc, vous devez vraiment développer des habilités et des techniques pour se cacher, s'éloigner, se courber. C'est exactement c'est ça. C'est vraiment cette technique de pouvoir éviter qu'il y ait quelque chose qui puisse vous toucher. Alors, il explique également que la reine Dinga, par exemple, elle en faisait quelque chose de vraiment particulier, c'est que malgré son âge avancé, elle faisait des entraînements où elle voulait démontrer à ses troupes que même malgré son âge avancé, elle était toujours capable de pouvoir éviter quand quelqu'un vient pour essayer de la poignarder, et elle le faisait à l'entraînement pour bien montrer l'importance qu'elle accordait à cette technique de devoir éviter que quelqu'un vienne vous toucher. D'accord. Now, in that area, they also had art forms that resemble what we call capoeira. Now, most of the time, I would say that Ngolo, the Mbundu fighting system, is the closest to capoeira. However, just the name capoeira itself and parts of capoeira, you can see it comes from other fighting systems in that same area. So, for example, there's one called Kipura, there's one called Njinga. And you see, when you do capoeira, when you first start, the warm-up move is called the Jinga. So it would appear that part of capoeira has incorporated Ngolo, Njinga, Capura, and that's where we get our capoeira from. Donc en fait, le frère, il explique des choses vraiment techniques ici, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que quand on regarde les techniques de combat comme la capoeira par exemple, il parle de cela. Il parle également de quelque chose qu'il appelle Kepura. Did you say Kepura, brother? Yeah, Capura. Okay. Are you saying capoeira or Kepura? No. There's a system in that same area called Kepura. Okay. Right. Donc, en fait, il y a une technique qui s'appelle Kepura, mais il y a également la capoeira que nous connaissons. Et il dit, par exemple, que vous allez voir que dans cette technique de Kepura, une prise, enfin, je peux appeler ça une prise ou une technique, c'est une technique qui était connue comme Njinga. Donc, pour vraiment bien montrer que ces gens-là étaient vraiment très, très développés dans ces techniques de combat pour éviter d'être touchés. Et il y avait aussi un truc que j'ai lu qui s'appelle Ngolo. Est-ce qu'il est familier avec ça, Ngolo? Dans ma langue, ça veut dire la force, et ça faisait aussi des arts martiaux que les Congos pratiquaient, et qui auraient donné plus tard aussi la capoeira. Yes, so the brother is asking, are you familiar with another form of martial arts known as Ngolo? Ngolo, which means strength. Are you familiar with this? Yeah, I mentioned it. I said Ngolo. Yes. Oui, donc le frère est familier avec cela. Ngolo is the one that resembles capoeira the most, and it's still practiced. It's still practiced today. Oui, il dit qu'effectivement c'est une technique qui est encore utilisée aujourd'hui, et il dit qu'elle est même très très similaire à la capoeira. Ok. Donc les amis, tapez sur internet Ngolo. D'accord, tapez Ngolo ou tapez Ngolo Capoeira. Vous allez dans Images, vous allez voir nos ancêtres. C'est eux qui sont à la base de ça. Donc, ils sont localisés en Angola. D'accord. Et puis, tout cela va basculer plus tard au Brésil. Et puis, un peu partout. C'était juste l'info pour les amis, pour qu'ils fassent leur recherche. Yes. Vas-y, mon ami. Okay, go ahead, brother. Yeah, so what happens is... In that region, you also had various stick fighting techniques. Now, there's a brother. His name is Thomas Desch Obi. Could you say that again, please, brother? Thomas Desch -OBI. Mm-hmm. And he is a writer on African martial arts, and he's written a book, and he has several articles where he explains some of the fighting in the Haitian Revolution, but he also gives you a general overview of African martial arts, particularly in that region. And that's where I got this information from. You see,
Now, this is important. Well, tell him that. I'm going to tell you a little bit I found funny. Ok. En fait, le frère, il dit que non seulement il y avait des techniques comme celui qui vient d'expliquer, à savoir éviter que l'ennemi vous touche et vous essayez d'esquiver, mais en plus de ça, il y avait aussi des techniques qu'il appelle stick fighting technique. En fait, se battre avec un bâton. Et là, il cite le nom d'un monsieur, d'un frère, de quelqu'un qui s'appelle Thomas Deschobi, qui s'appelle Deschobi, Deschobi, qui lui apparemment serait un champion dans les recherches écrire sur les arts martiaux africains. Et là maintenant, il veut préparer à nous raconter une histoire qu'il trouve intéressante. Ok. Go ahead, brother. And Obi says that most of those that were killed in fighting in the Haitian Revolution were at the hand of a sword, basically used the stick fighting technique. Right. Donc, il dit que la plupart des blancs qui étaient tués durant ces guerres, et bien, c'était des blancs qui étaient tués à l'épée, et c'était tués à l'épée en utilisant les techniques qu'il vient d'expliquer, à savoir la technique de se battre avec des bâtons. Mhm. Now, in his story, in his book, Obi tells a story where he said, as he was investigating, he heard that in South Carolina, that there was an African martial arts that had survived called kicking and butting. And he went in search to see if anybody knew about it. And so he went to this old guy who he heard knew something about it. And he asked him, did you know anything about it? Did he tell him? And the old man said, well, I don't know anything about it, but I'll take you to somebody who may know. And he took him to another guy. And the other guy, spoke to him. They spoke for a while. And the guy goes, well, I don't know that much about it, but I'll take you to somebody that knows about it. And he takes him back to the original guy. Right. He took him back to the original guy, which means that he knew. Basically, he knew the guy knew, but he didn't want to say it. Right. He wanted to see his interest and how hungry he was. And could he be trusted? Right. Donc en fait, le frère raconte une histoire qui se déroule en Caroline du Sud, qu'il y avait une personne qui faisait des recherches sur un art martial qui s'appelle kicking and butting. Donc on lui donne une information et par rapport à cela, il va voir une certaine personne qui serait supposée connaître cette technique donc de kicking and butting. Cette personne-là dit qu'en fait, je ne connais pas, mais je vais te renseigner sur une deuxième personne. Alors cette personne va chez cette personne qui lui dit écoutez, est-ce que vous connaissez cette technique d'art martial qui s'appelle kicking and butting? Cette personne dit oui, je connais qu'un, et il la renvoie à la première personne. En fait, l'histoire c'est que cette première personne voulait essayer de vraiment juger et savoir si la personne qui était intéressée était vraiment intéressée ou c'était juste une petite curiosité. Oui. Okay, go ahead, brother. But that blew my mind because I'm an African American. My people were from North Carolina. I never heard anything about this. And the fact that this system could still exist and nobody knows or very few people know, that's just fascinating to me. How is it possible? Donc, ce que le frère trouve fascinant, c'est que bon, lui il vient de la Caroline, donc c'est sa région, mais il dit que ce qui était en fait donc important par rapport à ça, c'est comment est-ce que un art martial peut être conservé d'une manière secrète. C'est vraiment ça le côté fascinant qu'il a trouvé, à savoir que jusqu'à nos jours aujourd'hui, eh bien, toute personne qui veut s'intéresser à connaître cela, eh bien, il n'y a pas photo, il n'y a pas moyen parce qu'on ne vous le dira pas. Ah, attends, je vais juste répondre à quelqu'un là, parce que quand j'ai dit ripato, on a dit c'est lipato. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que tout cela est interchangeable. D'accord ? On peut dire limpa, on peut dire dimpa, on peut dire rimpa, c'est la même chose. On peut dire le pain, pour ceux qui connaissent un peu le Congo, tout cela c'est la même chose. Donc on peut dire lipato, on peut dire ripato, deux Congos vont se comprendre. Donc arrêtez de faire les malins, comme si je ne savais pas de quoi je parlais. Merci. Et si vous n'êtes pas content, je mets la chicotte. Vas-y mon ami. The brother was interacting with someone in the comments somewhere. So if you can carry on, brother, please. Yeah. So now in that region, the most effective fighting force were the Mbangala. They were, I guess, the best fighters, period, in that area.
And sometimes they're called the Jaga, sometimes. But people are kind of confused about the identity. But the Mbagala appeared to be the Jaga. And they wreaked havoc on the Congo kingdom, as well as all other kingdoms in the area. What made them unique is that they were not organized like your traditional African society. Perhaps they had been victims of their own society being disrupted, but their society was organized around, it was a militarized society, which you find somewhat, you don't find that on the continent that much, that their society was based on initiation rites that were based on fighting, as opposed to kinship groups, you see. And they took the children at a young age and they began to train them as warriors. A white man named Andrew Battelle, he lived with them for a year and 4 months, and he documents their society, and that's how we know about them. Okay. Donc, did you mention Bengala? Is it the one that you mentioned? Yeah, and Bengala, also called Jaga. Yeah. Ok, donc en fait le frère parle d'un groupe qu'on connaît comme les Bengala, qu'on connaît également parfois sous le nom de Jaga, qui seraient apparemment considérés comme les meilleurs lutteurs en fait. La particularité de ces personnes, c'est quoi? C'est que contrairement aux sociétés africaines qui ont une certaine particularité, celle-ci, elle est organisée autour du militaire, à savoir que les rites d'initiation, les techniques de combat, le fait que les gens sont mis dans des groupes dès le plus jeune âge, eh bien, on les entraîne, on les prépare justement ces techniques de combat. Et ce travail dont il fait allusion a été rendu public par un certain Andrew Blackwell qui a documenté cela. Mm-hmm. So okay, go ahead, brother. The Mbagala attack, the Congo, the Ndongo, the Mbondu, they attacked all these kingdoms, and they just disrupted them. And of course, slaving is as a result of a lot of this attacking. And there's evidence that the Mbagala were in Haiti, that they were there, because in some of the formations, they were organized the way the Mbagala organized their fighting force. They usually attacked in prongs of 3, and they divided their groups into 12 squadrons. And they usually went back to what was called a fortified war camp called the Kinambo. Ok, donc en fait le frère il dit que d'après ce que la littérature nous montre, eh bien il est certain que ce peuple, donc ces Bengala, était présent à Haïti. Et la raison pour laquelle il peut le dire, c'est parce que quand on voit comment ces gens étaient organisés, à savoir qu'ils faisaient des attaques à 3, et qu'ils se groupaient en nombre de 12, le fait qu'ils s'organisaient autour d'un quilombo, donc un campement qui était fortifié, tous ces éléments-là, ce sont les éléments qu'on retrouve chez les Bengala. Et donc c'est ça qui pousse à dire que les gens qui ont participé dans cette révolution haïtienne venaient justement de la région Congo et en particulier de ce groupe de personnes qu'on appelle les Bengala. Attends, parce que ici il parle des Bengala. Nous avons les Bangala. Est-ce que, parce que je sais que en anglais le A devient le E, est-ce qu'on parle des Bangala ou les Bengala? Parce que moi je connais les Bangala. Ça se trouve qu'on est en train de dire la même chose, mais la langue des locodermes nous embrouille. So the brother is asking you to find out something. You keep mentioning about the Bengala, but he says that we are familiar with a group of people that we find in the Congo region known as the Bangala, so with an A. So, and he also understands that in English, the A can be pronounced as an E. So he says, are the Bengala the same people as the Bangala? I'm not sure. The way my spelling is I-M-B-A-N-G-A-L-A. So I-M-B-A-L. B-A-N. G-A-L-A. Right. I'm not sure if they're the same people. Okay. But there are the people associated with the Jaga. J-A-G-A. Ok, donc lui dit que les gens en fait à qui il fait allusion, il dit que ce sont les Imbangala, donc c'est I-M-B-A-N-G-A-L-A. Et ces gens-là sont associés ou aussi parfois connus comme les Jaga, donc Imbangala.
Ok. Okay. À ne pas Now, confondre avec le Bangala. Parce que ici, j'ai vu des idées tordues. J'en ai marre de vous, les amis. Hein? Donc, il y a un petit truc. Okay. Hein? C'est parti en Bangala. The group I'm talking about are associated with a kingdom called the Kasanje Kingdom. Kasanje Kingdom. And how do you spell it, please? Kasan. Yes. Hello, So an African kingdom can have different names depending on who's talking about it. brother. You just broke up, so I couldn't hear it at the end. So Kasan. J-E. J-E. OK. Donc, en fait, quand ils parlent des Imbangala, leur royaume, c'est le royaume Kasanji. Donc, K-A-S-A-N-J-I. Kasanji. C'est Kassange. On dirait qu'on est en train de dire la même chose, hein, mais la locodermite, là, c'est en train de nous séparer. Mais je pense que nous, c'est Kassange. Mais ces termes me sont familiers. Les amis, faites vos enquêtes. Parce que ici, comme il est anglophone, nous, on est francophone, on parle des trucs de l'Afrique, ça nous embrouille. Hein, mais il faut réparer ça. C'est pour ça que je vous dis de noter et faites vos recherches. Parce que ça nous embrouille. So the brother is trying to to have a correlation between what you're saying, and then he's saying that he believes almost certainly that we're talking about the same thing. But the only difference is that because you pronounce things with your English accent, when we pronounce it with the French accent, for example, he talks about what you call Kassanji, we call it Kassange. But he's almost certain that we're talking about the same thing. Okay. All right. Good enough. My French will be better next year. Il dit que son français sera mieux l'année prochaine. Ok. Et il y a même un frère qui a marqué Kassanga. Donc ça se trouve que, hein, les amis, on travaille tous ensemble. C'est pas évident. Mm-hmm. Okay, go ahead, brother. Yeah. So it seems like the Imbagala played an important role in helping to organize the fighting in the Haitian Revolution. You see, at the beginning of the revolution, the whites were making fun about the Africans engaged in fighting. Some of them had on farming clothes or their masters' old clothes. They were fighting with sticks and, anything that they could get their hands on, right? However, by the end of the month, they were fighting in strict formations. They were able to hold off the French with the 600-man cavalry. And they marched with flags and singing. So there's no way that those disorganized African slaves in the city 3 weeks later could have organized themselves if it wasn't for the military expertise that already existed in the population. Right. Un point super important que le frère raconte, il dit que dans cette guerre de révolution qu'on trouve en Haïti, eh bien, au départ, on voyait que les Blancs, en fait, se moquaient des Africains parce qu'ils les voyaient très, très mal habillés, qui étaient avec des vêtements déchirés, ils les voyaient avec des bâtons et ils ne pouvaient pas imaginer que ces personnes-là, justement, avaient une expertise militaire. Mais il se trouve que lorsque ces gens se battaient, eh bien, ils étaient organisés dans leur technique de combat. Ils venaient avec une cavalerie de 600 hommes. Et quand ils venaient marchant en chantant. Et ce qui veut dire que ce n'est pas par hasard qu'ils se sont réveillés un matin et qu'ils ont eu ces techniques-là. Il s'avère que simplement en eux, ils avaient déjà une formation militaire que l'ennemi ne savait pas. Et c'est pour ça qu'ils avaient pu s'organiser pour pouvoir vraiment faire face et gagner les batailles dans lesquelles ils étaient impliqués. Oh, ça c'est bon à savoir. Okay, go ahead, brother. Now, in Brazil, they produced a major motion picture called Quilombo. Are you familiar with it in the French world? Quilombo. Oui. Mm-hmm. Il dit que voilà qu'au Brésil, il y a un film très très important, Quilombo. Il demande si on est au courant de ce film. Si. The brother says yes. Well, some of the parts of Quilombo, so the fighting Quilombo is identical to the techniques used in Haiti. Same stuff, because they're the same people. Donc, les mêmes techniques dont on vient de parler, eh bien, on les retrouve dans le Quilombo également. Donc, ce qui veut dire que c'est en fait le même peuple. C'est pour cela que justement on voit les similitudes. Ok, d'accord.
In fact, we believe that some of the scenes taken from Quilombo actually was something that came from the Haitian Revolution. He put it in the movie. Donc, en fait, il expliquerait même que des scènes que l'on retrouverait dans le film Quilombo, en fait, ce seraient des scènes qui viendraient de la révolution haïtienne. D'accord. Now, in the fighting in the Haitian Revolution, and we know some things we don't know, but we do know that whenever Toussaint Louverture needed a victory and he wanted to send in his best fighters, he sent in Dessalines' army. That they were the ones that would, pull out a great victory. And even though I have no proof, I tend to think that he must have had a whole bunch of Imbagalas in his army because they were excellent fighters. But I have no proof. I'm just talking. Donc, le frère dit qu'il n'a aucune preuve, mais d'après ce que lui il voit que même si on regarde Toussaint Louverture, il dit que lorsqu'il avait une bataille à mener, en fait, il envoyait toujours des Dessalines parce que c'était dans son armée qu'il y avait les plus grandes victoires. Et d'après lui, il ne serait pas étonné que parmi les soldats, il y avait des gens des Bengala. Mm-hmm. Okay, go ahead, brother. And let me say that that there have been books written about Dessalines, Toussaint, and just the Haitian Revolution in general. And I'm one of the people that, even though my politics doesn't necessarily agree 100% with Toussaint, I acknowledge his greatness as a strategist, as a statesman, and as a soldier. But there's something that Dessalines offered to us as an African people, and I think that is very, very valuable. Dessalines says that we must avenge our ancestors. Ok, let me get this, brother. Donc le frère, il raconte qu'il y a énormément de livres qui ont été écrits, et des livres notamment qui célèbrent la grandeur de Toussaint Louverture. Mais d'après lui, il se penche vraiment plus sur le cas de Dessalines, et il dit que Dessalines était connu pour avoir dit que nous devons venger nos ancêtres. Okay, go ahead, brother. Now, that becomes very important because it's something that I had to think about for a good while. And I said to myself, we have to avenge our ancestors. And my mind took it to revenge. And somehow in the West, the notion of revenge has like a negative connotation. But in an African system, and even in an Asian system, revenge is actually justice. And I'll explain what I mean in a minute. Wow. Donc le frère dit qu'en fait c'est très très important ce que Dessalines il dit quand il parle que voilà qu'il faut venger les ancêtres. Il dit pour commencer chez les occidentaux, dans le monde occidental, le mot revanche a une connotation négative, alors que pour nous revanche veut simplement dire justice. So can you please elaborate, brother? Yes. You see, revenge is brother, just hold on just one second, okay? Oui. Vas-y, Mobali. Oui, moi cette partie-là m'intéresse parce que ici, c'est nous pensons maintenant aujourd'hui comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec tout ce qui nous arrive, on ne sait pas quoi faire. Mais la revanche, je le rappelle, le frère l'a dit, la revanche pour les Africains, c'est la justice. C'est pour ça qu'on veut qu'on soit amnésique, qu'on ne veut pas qu'on se rappelle, parce que ces Occidentaux ont peur qu'on revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire comment les Africains pensent. Quand quelqu'un il vous fait quelque chose, ben vous lui renvoyez la balle, vous lui renvoyez le courrier. Les amis, il faut qu'on commence à penser comme nos ancêtres. Ça, c'est vraiment la petite parenthèse. Parce que ça fait un moment qu'on est sérieux là. De temps en temps, il faut quand même remettre les choses et rigoler aussi un peu. So the brother is saying that he's in agreement with you, which says that we realize that we live in a society where the white man wants us to forget the fact that the idea of justice is important to us because we live in a sort of a system of amnesia where we are told to forget about the wrong that has been done to us. And then he says that we really have to go back to our tradition. That is that if someone does you harm, that you have to do the same thing. So we really should be starting to believe that someone does something wrong to you, well, you do the same thing.
Mm-hmm. So what I was going to say is that, when someone does you wrong, unjustified, you've done nothing to deserve it, and they've done you wrong, right? Then vengeance is yours. It is on you to right the wrong. And if you look at our ancestors experiencing enslavement and all the horrors, the abuse, the dehumanization, they cannot rest well. And let me give you this example. When you go to the movies and you see the bad guy doing wrong, killing innocent people and hurting them, you become upset. You watch the movie. However, if the bad guy dies, you become happy. You're glad. You're cheering. Ooh. And that's our situation with our ancestors, that they're waiting to be able to cheer, to get happy because we have righted the wrong. Ouh. Wow. Là, vraiment, là, je viens de valider le frère. Frère traduit, mais moi, j'ai déjà tout compris. Donc, le frère, il dit que lorsque vous êtes victime d'un mal qui a été commis contre vous et que ce mal a été injustifié, eh bien, la vengeance, elle est la vôtre, elle vous appartient. Donc, c'est à vous de vous venger. Il dit, lorsqu'on regarde le cas de nos ancêtres qui ont été mis en esclavage, qui ont souffert, eh bien, ces personnes-là, ces ancêtres, ne peuvent pas se reposer en paix. Ils ne peuvent pas juste dormir. Parce que, par exemple, si vous regardez dans les films, si vous regardez un film dans lequel il y a un criminel, un mauvais, qui fait quelque chose de mauvais et il tue tout le monde, eh bien, vous avez ce sentiment que ça vous plaît pas. Mais lorsqu'à la fin de ce film, vous voyez que le méchant, il est tué, il meurt, eh bien, vous êtes content et vous applaudissez. Voilà. Eh bien, c'est ça qu'on appelle un bon film. Qu'on devrait avoir. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon film. Lorsque le méchant, à la fin du film, il est éliminé. On est tous contents au cinéma quand on a vu Thanos, qui fout le bordel pendant le premier truc et après il se fait éliminer. Qui n'a pas été content, on était contents. Mais alors, dans la vie réelle, c'est pareil. Quand on a un espèce de Thanos qui vient en Afrique, qui chicote nos ancêtres, qui fait tout, à la fin du film, eh ben, il faut lui renvoyer le courrier. Moi, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, les Africains, on veut manifester, on veut déboulonner, on veut je sais pas quoi. C'est simple. Un bon film, c'est lorsque le méchant, il est mort. Je ne sais pas, les gars, je ne sais pas où est-ce que vous voulez en venir. Bon, vraiment, ça, c'était la petite chicote. Il fallait vraiment que je dise ça. Yes. So the brother is in total agreement with you, absolutely. Yes. So even in the reality, in the real life, when someone does wrong to you, there's always a sense that there's a vengeance where the bad guy should be destroyed or killed. Yes. Yes, that is the case. So our ancestors, they can't rest in peace. And if they can't rest in peace, then they can't give us their blessings. And we need the ancestors to be able to move forward. Whoa. See? Now, brother, could you say that again? Please? I said so important. I said, because our ancestors have not been avenged, then they cannot rest in peace. If they can't rest in peace, then they can't offer us the guidance that we need, you see. And the guidance comes in a very specific way, and I'll explain it in a second. Yes. Donc, en fait, il dit que tant qu'il n'y a pas eu de vengeance par rapport à ce que nos ancêtres ont subi, ils ne pourront jamais rester en paix. Et tant qu'ils ne restent pas en paix, eh bien, ils ne peuvent pas nous offrir les bénédictions et nous guider comme ils devraient. Eh ben voilà. Tu rajoutes à notre frère là que récemment, on a eu un initié à nous du Cameroun. Il a dit que nos ancêtres ne peuvent pas reposer en paix. Il est d'accord avec lui. Et de toutes les façons, ils n'ont pas l'intention de rester en paix parce que ici, la guerre n'est pas terminée. Parce que s'ils se reposent en paix, ça veut dire que c'est fini. Donc même nous, les Kamites, nous ne voulons plus dire que Malcolm X repose en paix. Shaka Zulu repose en paix. Non, ils ne doivent pas être en paix. On ne peut pas dire que Marcus Garvey repose en paix. On veut que ces ancêtres-là, vu que ce n'est pas encore terminé, qui nous inspirent, qui nous expliquent quoi faire. Parce que vraiment, tant que la vengeance n'est pas là, il n'y a pas de paix. So the brother is in agreement with you. He says that even very recently, we had someone on the show, on the broadcast, who's into African spirituality, who did mention the very same thing that you're saying, that our ancestors
cannot rest in peace. Because if you take the likes of Malcolm X, the great Shaka Zulu, or the great Marcus Garvey, these brothers cannot rest in peace because it's not over yet, and we have to make sure that we carry on that vengeance because they have inspired us, and we have to continue to make sure that we allow them to have the revenge that they are due. Mm-hmm. Yes. So I too am a practitioner of an African spiritual system. I was initiated in the Akan. And recently, I went to visit the Baka in Cameroon. And I spent a day with them going through various rituals. And so I left feeling more certain and more sure of myself. And I've been in closer contact with my ancestors. And let me explain how ancestors manifest, because it's really quite simple. It's just that we think too much like white people. Could you say that again? Could you say that last part again? I said, the ancestors manifest themselves in a very simple way. And it's really quite simple, but we think too much like white people, and so we don't grab it. Right. OK. Donc, en fait, le frère est d'accord avec toi, frère Mobali Makassi, parce qu'il dit que lui-même, brother Damani, c'est un initié. Il est initié chez les Akans et qui dit que même encore récemment, il avait visité le Cameroun pour un peu se familiariser avec ce qui se fait là-bas. Alors, il dit, les gens essaient de compliquer les choses, mais en fait, il dit que les ancêtres se manifestent et on peut s'en rendre compte de manière très, très simple. Mais il se trouve simplement que on n'arrive pas à faire cette démarche-là parce qu'on réfléchit beaucoup trop comme des leucodermes. Moi, je dirais, j'ai mal à dire qu'on réfléchit contre les leucodermes, parce que les leucodermes sont les premiers vengeurs. Dès qu'il y a un citoyen de leur dès qu'il y a le petit attentat, le lendemain, c'est avion, on va dans l'autre pays, on bombarde les civils. C'est ça s'appelle, et on met ça à la télé, on veut nous faire croire que c'est la justice. Quand c'est eux, ils viennent, un petit truc, un petit attentat, le lendemain, ces coalitions, l'Amérique, la Grande-Bretagne, tout cela, ils vont aller bombarder les pays, tout cela. Et donc pour nous, pourquoi ça serait pas, si pour eux c'est acceptable, pourquoi pour nous ça serait pas acceptable? Donc on ne doit pas dire qu'on pense comme les leucodermes, parce que les leucodermes sont les premiers vengeurs. Sauf que nous, je sais même plus cette façon de penser là, je sais pas d'où ça vient, mais je pense que ça vient de la religion. Je pense que ça vient du christianisme. C'est eux qui nous ont mis ça dans la tête. So the brother has a challenge for you, brother Damani, here, where he says that he doesn't necessarily agree with what you've just said about the fact that we think like white people. He said because for him, he says that for him, the white man is the biggest avenger ever. If you ever make a mistake of doing something against him, there will be a coalition, there will be NATO forces, there will be bombs, you'll see the TV, CNN, everybody will be talking about the reason justified to come and bomb you. And he says, he says that us, because of religion and Christianity, we've come to, avoid that revenge. So he doesn't really agree with that, because he says if we were thinking like white people, probably we could be, or we should be, attacking as well. Well, I understand what he's saying, but the white man has been like that all the time. And and we don't want to be like him in that regard. We want to be us. Even as we redeem ourselves, we're going to be justified, and he deserves all the justice that we're going to give him. But we're not so much like him that we act like him even in his most negative aspects, because the white man wants revenge when he doesn't even deserve revenge. In fact, Africans free themselves as an act of vengeance, and then the white man wants to put us back in slavery as vengeance that we freed ourselves. So he's confused. He doesn't talk about justice or vengeance. He just wants to empower himself over you. So it's different. Oui, donc en fait, sorry. Go ahead, brother. Do you understand the distinction I'm making? In other words, I got it. His vengeance is not based on righteousness. He just wants to have power, so he's going to do wrong. We don't want to be like him in that regard. Right or wrong, the white man wants to get you. Ok, donc le frère en fait il parle, il dit ceci, que
que nous, on doit avoir une vengeance qui doit être différente de la vengeance du blanc. Il dit que le locoderme, lui, sa vengeance n'est pas basée sur ce que le frère qualifie de righteousness, que c'est une vengeance qui vient dans l'ordre, qui vient dans le droit. Il dit que le locoderme, lui, sa seule vengeance, en fait, c'est de vouloir vous dominer et vous malmener. Alors que notre vengeance en nous, eh bien, elle ne devrait pas être comme celle-là. Mais il comprend tout à fait ton sentiment, frère, mais il dit que on ne peut pas avoir la même vengeance que lui, que notre vengeance doit être une vengeance qui est nécessaire, absolument nécessaire. Il faut qu'on se venge, mais elle ne peut pas être une vengeance qui va aller dans le même sens que la vengeance des locodermes. Ok. Let me give you an example. Parce que lui, il veut de la chicotte light. De la chicotte light. Mais c'est pas grave, c'est quand même de la chicotte. Let me give you an example. Brother, let me just give this to you. So the brother basically is having a play word. Basically, he's saying, okay, so you would like a revenge, but it's a light, it's a diluted type of revenge. No, I want revenge. See, there's something about African people that's in our soul. It's part of our DNA. It's our ancestry. So in this country, sometimes you have something called, black on black crime, right? Where young black people get involved in gangs and they end up and they go out and they want to do harm to someone, right? And they end up shooting and taking people's lives. But when they do that, most of the time, they're trying to kill the person that they have a beef with, someone that they have disagreement with. Sometimes innocent people get killed, but they're primarily directing it at the person who they see as wronging them. That's not what white people do. White people will go out and kill innocent people. We don't do that. See, they'll go to a movie theater and kill anybody they see. We don't do that. We'll try and shoot the person that we have a beef with, and others may die as a consequence. So our whole perception of justice and writing it is just different. You understand my example? We don't do that in the killings, but they do. Absolutely. So that's how our spirit moves differently. Also, okay, say that and I'm going to say something else. Yeah. Donc en fait, le frère il dit qu'en fait notre DNA, notre âme, our soul, fonctionne différemment. Il dit par exemple, vous verrez qu'un locoderme, lui, va arriver, il va tuer tout le monde et en général des innocents, des personnes qui lui ont rien fait. Mais il dit que si on regarde par exemple dans mon pays, aux États-Unis d'Amérique, il y a ce qu'on appelle le black on black crime, donc meurtre, donc une violence d'un noir sur un autre noir. Voilà, et que ça vient de la culture des gangs, etc., on va se rendre compte que la personne qui va tuer un autre noir, c'est en général quelqu'un qui se venge contre quelqu'un qui lui a directement fait du mal. Donc, on fait du mal à la personne qui t'a fait du mal. Alors que chez les locodermes, eh bien, c'est quelqu'un, on peut voir ça dans les films, voilà, c'est quelqu'un qui peut juste apparaître et il va en fait terminer tout le monde. Et nous, on ne devrait pas justement rentrer dans cette technique-là parce que notre soul, notre ADN, DNA est différent. Attends, avant que le frère parle, moi, il y a un truc que j'ai remarqué. Depuis qu'on a commencé à parler de ces histoires de vengeance, de trucs, il y avait 6 dislikes. Et tout d'un coup, les 50 disparus, il en reste qu'un. Donc, vraiment, les gens ont changé d'avis. Tout à l'heure, on dirait qu'ils n'ont pas kiffé. Mais tout d'un coup, on parle de ça. Pim, ils passent en mode like. C'est marrant. Ok. Vas-y, frère. Tu peux laisser le frère continuer. Oh, yes, brother. If you can carry on, yes. See, African societies are structured very specifically. In African societies, the military, I'm talking about traditional societies, the military is never the leadership class. The leadership class is going to be priests or people that have wisdom, people that belong to the various secret societies that understand how the culture functions. You see? Okay. So the problem is that when African societies, where in the West, their military class is really what dictates what goes on. It's their army. Right. See, we don't organize ourselves like that. And so even as we rise, we want to be clear of wisdom dictates what we do, even in our fighting, you see. And so that's the distinction that I want to make. The white man is a warrior who kills, who takes life. The African is a warrior who protects and upholds life. We're different warriors. Okay. Oh, ça c'est un pull-up. Ok, donc le frère il explique, il dit, en fait il faut vraiment expliquer qu'il y a une différence dans la structure même de nos sociétés. Il dit, si vous regardez par exemple les sociétés des locodermes, eh bien c'est un système où le militaire
c'est ce qui est au-dessus, c'est ça qui dicte, c'est ça qui gouverne, parce qu'on a des gens qui sont prêts à tuer. Alors que si on regarde la différence dans nos cultures à nous, eh bien, le leadership, c'est en général les prêtres, parce que ce sont des gens qui ont le wisdom, c'est-à-dire, je perds le mot, sagesse, voilà, c'est vraiment ça. Alors il dit que nous, ce qu'il faut, c'est que la sagesse puisse dicter notre façon de fonctionner, parce que nous, on n'est pas des tueurs en série qui vont tuer tout le monde, mais on est là pour protéger. Donc le soldat kamite est là pour protéger d'abord, alors que le soldat, le coderme, est là pour tuer d'abord. Ouh, attends frère, moi il faut que tu mettes pull-up. Ça c'est le petit pull-up d'aujourd'hui. On a eu du mal à le trouver, hein, mais il est là quand même. donc, le frère faisait la différence entre l'aspect militaire des locodermes, où c'est le militaire qui dicte et qui gouverne le tout, alors que chez nous, notre leadership à nous serait plutôt les prêtres, parce qu'il y a la sagesse qui est là derrière, et donc c'est l'opposition du locoderme qui est là pour tuer, alors que chez le kamite, eh bien, c'est la sagesse et la protection. Voilà. Attends, avant que le frère parle, moi il y a un truc que j'ai jamais compris. Là c'est entre parenthèses, ça c'est vraiment rien à voir avec notre conversation. Mais il y a un truc que j'ai remarqué. À chaque fois que je fais mes lives, à un moment donné, il y a toujours quelqu'un, là comme le frère Medou, donc il dit Kovi est en direct. Donc là en fait, il faut qu'on coupe l'émission pour que tout le monde bascule chez Kovi. Donc depuis quand TF1 dit bon maintenant, il y a, je sais pas moi, il y a Cyril Hanouna, je sais pas sur telle chaîne, couper l'émission parce qu'il faut rendre l'antenne. Frère, mais arrête tes conneries. Ici, on discute. Si tu veux aller chez Kovi, va chez Kovi, frère. Mais laisse-nous tranquille. Viens pas foutre la zizanie dans mon live. Voilà, ça c'était la petite chicotte parce que j'en ai marre. Hein. Quand même, un peu d'ordre. So the brothers is getting excited about some activities taking place in the chat room. Yes. That's good. Basically, there's a very important scholar who comes to this show to see the great work that we're doing. So apparently someone is signaling that great scholar is currently following the show. So. All right. Now, mind you, I speak as a scholar or as a person who studies some of even the spiritual components of African spirituality, some of the esoteric stuff, but I also speak as a martial artist. Right, I'm trained in several martial arts, and one based on African movements. All right, it's called Yada. Very effective. Yes, very effective at fighting. And I studied it for a number of years, and so I'm talking about how we need to approach things. And even as a warrior, I realized that it is the scholar or the priestly aspect of me that has to dictate our military pursuits. You see, if you get the warrior and the general who's your leader, you might not get the same kind of harmony and the results that you want if you have a wise man ruling. Okay. Donc, let me just get this one. Donc, en fait, le frère, il dit que lorsqu'il vous parle ici ce soir, en fait, il vous parle en tant que savant, en tant que scholar. Et donc, il a la connaissance spirituelle, ésotérique. Il ne faut pas l'oublier que lui-même, c'est un champion des arts martiaux. Donc, et en particulier des arts martiaux kamites. Alors, il en a une en particulier qu'il pratique, qui est le yada. Alors, il dit donc de ce fait-là, lorsqu'il aborde les choses, eh bien, c'est son côté prêtre. Donc, c'est son côté prêtre qui dicte son comportement militaire. Donc, il va peut-être tuer, il va peut-être se battre, mais c'est le prêtre qui se bat. Mais c'est pas le soldat violent, sauvage, qui va tuer et tout casser. Donc, il garde ça en tête et il dit que nous, dans notre combat, eh bien, on doit se battre en tant que prêtre dans le combat, mais plutôt qu'en tant qu'assassin criminel qui tue tout le monde. Attends, là, il a soulevé quelque chose que je ne savais pas, et là, vraiment, du coup, ça m'intéresse. Déjà, le frère m'intéresse, mais là, il vient de faire encore un truc qui m'intéresse doublement. Donc, il pratique des arts martiaux typiquement africains. Ça serait bien qu'il nous... Un de ces quatre, parce que je compte bien qu'il revienne, parce qu'il est à la maison ici, il ne faut pas qu'il oublie, qu'il puisse nous faire découvrir ça. Parce que vraiment, c'est très méconnu dans la sphère francophone, hein. Moi, je sais qu'aux États-Unis, c'est très développé. Cette histoire des arts martiaux, j'ai souvent vu des frères africains pratiquer les arts martiaux africains. Mais ici en locodermie, ici en Europe, j'ai jamais vu ça. Et ça serait bien vraiment qu'ils puissent nous faire découvrir ça. Ça, c'est vraiment entre parenthèses, je fais une petite demande.
So the brother, he's specifically expressing his desire. He's very delighted that we're talking about this very subject. He says that, brother, first of all, feel free that this is your home and he would like you to come back. And then because you are a martial artist, he says that he's very, very curious because he knows that in the English-speaking world, our brothers and sisters know about African martial arts, but here in the French-speaking world, we don't know that much. So he's very curious and he would like you to come back sometime and then present to us some of the African martial arts that you're familiar with and also the one that you currently practice. Right. No problem. Ok, parfait. Il n'y a pas de problème. Nickel. Ok. Attends, mon ami, ici, comme ça fait maintenant 3 heures, l'émission a duré trop longtemps. Mais nous n'avons pas fini parce que les diapos qu'il a mis en place, nous n'avons même pas encore terminé. Est-ce que le frère serait OP pour qu'on puisse faire une partie 2, qu'on puisse mieux approfondir, parce que c'est vrai il y a tellement d'informations que c'est un peu parti dans tous les sens. Parce que vraiment, il y a tellement de choses des fois on approfondit, mais après on a dû couper pour passer à autre chose, puis couper, passer à autre chose. Donc ce que moi je propose, c'est qu'on puisse la couper aujourd'hui, parce que sinon elle va être trop longue, 3 heures quand même pour les gens qui vont réécouter, ça va faire trop long, et qu'ils puissent revenir, qu'on reste sur un détail, sur un sujet, et qu'on reste là-dessus, vraiment qu'on donne le maximum d'informations sans trop qu'on s'éparpille, comme ça sera mieux. Qu'est-ce qu'il en pense? Parce que c'est sa maison, hein, ici, hein, c'est vraiment, il peut revenir autant de fois qu'il veut, mais moi je veux qu'il revienne tout le temps. So the brother says that this is your home, and he would like you to come back, and he would like you to come back all the time. And then he says, because his interview has been very, very long, he's familiar that people who will have to listen to it again might be a little bit long. He would like you to come back. He says that because the subject is so important, we touched on various aspects and we were going from left and right. He said that he would like you to come back, and this time just to focus on one little aspect and really dig deep. So would you be okay to come back and then we focus on a specific item? No problem. No problem. Remember, I came here ready today to talk about something specific. Ah ben oui, c'est ma faute. Tu lui dis que c'est ma faute. C'est mon Bali, il est comme ça. But I don't know what talking about. Donc, effectivement, le frère, il dit que, comme tu te souviens, effectivement, lui était venu ici spécifiquement parler de la révolution haïtienne et les techniques de combat, mais c'est toi qui l'as mis dans l'histoire et c'est pour ça qu'il est parti là-dedans. Mais en fait, il était venu préparer pour ça, donc spécifiquement. Donc, il n'y a pas de problème. Tu dis c'est ma faute, tu dis que c'est ma faute. C'est juste que parce que en fait j'avais tellement de questions et que je suis quelqu'un qui veut donner pas mal de détails à la famille, donc c'est parti. Mais j'avoue, c'est de ma faute. Mais la prochaine fois, quand il vient, il met ses diapos et vraiment comme ça il va mieux exposer. Tu vois, comme ça sera plus propre. Mais j'avoue que là c'est de ma faute. Tu lui dis que c'est de ma faute. Okay, the brother says he agrees that he accepts that he made the mistake because he's someone who's curious about getting new information and sharing the information with our listeners. He was keen to ask those questions, but he agrees he's the one who misled you in that direction. But please come back again so that we focus on the revolution. But I don't mind because, I mean, really, I can talk about any topic. In other words, I've read and studied to the point where I could talk about, the jihadi movement in Nigeria. It doesn't matter, I studied history about people, and I try to make sure that I know it. Yeah. Donc le frère, il dit qu'en fait, voilà, en tant qu'historien, il a quand même 40 ans d'expérience dans ce domaine-là. En tant qu'historien, il peut parler de tout ce que tu veux. Il dit, si demain tu veux qu'il revienne et qu'il te parle de mouvements des djihadistes, il pourra t'en parler parce qu'il est vraiment très, 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 très calé. Donc lui, il est prêt à revenir quand tu veux et parler de n'importe quel sujet que tu veux. Oh, ben ça tombe bien. Moi, ce qui m'intéresse, comme nous avons soulevé la vengeance, c'est les arts martiaux. Moi, je veux des vrais tamis. Donc les arts martiaux, ça m'intéresse. Donc c'est la prochaine fois qu'il vient, c'est pour moi qu'il me fasse découvrir ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est, et aussi comment nous autres là qui vivons en Europe là, comment on peut bénéficier de toutes ces choses là. So the brother says that yes, he's very specifically interested in the aspect of vengeance and the way to use it in martial art. And then he says he would like you, when you come back next time, that you explain what it is, but also how we can benefit from using that type of African martial art.
Well, I mean, that's going to be part of it because we have to just, our biggest problem, we have a couple of problems, as you know. One is that we haven't healed. I went to a Pan-Africanist conference, and a brother from Nigeria turned to me, and he said he was sorry for the slave trade. Now, to me, he's saying sorry to the wrong person because the healing has to take place at home. Have the Yoruba apologize to the Akan. Have the Akan apologize to the Fa. Have the Mbundu apologize to the Ndongo. In other words, that's where the apologies have to happen. It has to happen at home. I'm just a consequence of the disharmony that set in at home. So when people apologize to me, it's almost like they're just scapegoating. They're playing around. They're not addressing the real issue. The healing has to happen among the different folks that were engaged in trading each other. Yes. And what is the second point? You said there was a couple of things. You talked about the fact of not healing. What's the other one? Well, one of the things is just that I'm trying not to talk for long sentences, remember? Yes. Okay. Sure. Gotcha. Ok. Donc, je voulais que le frère dise le second point, mais il dit, mais attends, il faut que tu fasses des petites traductions. Ok. Donc, en fait, le frère dit qu'on a des problèmes, puisque le frère Mobali Makas, il parlait de vengeance. Il dit, il faut retenir ceci, que un des problèmes que nous avons en tant que peuple kamite, c'est que on n'est pas encore guéri. On n'est pas encore guéri, et ça, c'est un réel problème. Il dit, par exemple, récemment, il était parti à une conférence, et puis il avait rencontré un frère du Nigeria. Et le frère du Nigeria lui disait qu'il était désolé pour l'esclavage, et lui, il dit, mais attends, mais tu t'excuses, tu présentes des excuses à la mauvaise personne. En fait, il faut d'abord commencer par guérir et demander des excuses. Ben, d'abord, il faut le faire à la maison. Et il faut le faire vers les personnes à qui on a fait du mal. Donc, il faudrait que les Akans s'excusent par rapport aux Fans. Il faudrait que les Ndongo, donc toutes les personnes qui se sont battues, qui commencent déjà par s'excuser entre eux, parce que c'est vraiment là où on aura le début de la guérison. So what is the second part, brother? Oh, and the second part is that we have to begin to think African-centered. There's no way we can't, because the change is going to happen when Africa wakes up. Not when people in the diaspora wakes up. You know, it's when people back home, because we can help, but once you wake up, we'll fall right in line. We'll fall right in line because it's the power, and that's going to do it. But now that wasn't my point. My point was that we have to become African-centered, and I was going to give you an example of what I meant. But go ahead and you can say that, and I'll make the last point. Donc le frère il dit qu'en plus de l'aspect guérison, ce qu'il faut également, c'est vraiment avoir une forme de pensée qui est afrocentrée. Il dit que dès le moment ou à partir du moment où lorsque l'Afrique se relève, à ce moment-là, ben, c'est tout le monde qui va s'arranger, qui va se mettre en file indienne et on va pouvoir avancer. Donc vraiment, il y a le pouvoir qui existe là, qui est dormant, et lorsque le peuple de l'Afrique se met debout, ben, c'est tout le monde qui va se mettre aux ordres. Wow. Excellent. See, so this is what happens. So I am African-centered. I'm not Afrocentric. Oh. What I mean is that, you see, a person could say that they're Afrocentric and use it as a fashion statement. They wear Afrocentric clothing. There's no such thing as that. You can't have a church that's Afrocentric. I mean, you can, but that's fake. You can't have a Jesus Christ or be a Muslim and be African-centered, because their basic worldview violates the African worldview. It violates it. Now, if you're going to tell me you're a Christian and you believe in microcosmicism, anthropocentrism, and reproductive metaphor, then I'll accept you. But for the most part, it won't work, because your religion is based on a philosophy that's alien to African thought. And that's the issue. You have to be African-centered. Wow, magnifique. Donc le frère fait la différence entre le fait d'être afrocentré, donc African-centered, et le fait d'être afrocentrique. Il dit par exemple, vous allez avoir des églises qui sont afrocentriques, vous allez avoir des musulmans qui vont être afrocentriques. Il dit que ces choses-là, en fait, c'est vraiment se baser sur des concepts, des idéologies qui sont étrangères à notre vision kamite. Et donc, de ce fait-là, il met de côté l'aspect afrocentrique et il dit que lui, moi-même, je suis African-centered, donc je suis afrocentré, où je prends ma source, ma base à l'Afrique plutôt que faire un mélange avec tout le reste. Wow. And it's not that we can't achieve what we need to achieve being African-centered.
So, you know, the famous Nigerian critic, Chinwezu. Chinwezu points out that the Japanese are animists. In other words, their religion is the same as what they characterize African religion, animist, right? Now, I would reject that term, but I understand what they're saying. And so if the Japanese are animists and they've been able to industrialize and be a power in the world, then that lets you know that we don't have to change our religion in order to become a power in the world. You just have to understand it and use it. Oh, I like it. Donc, le frère continue dans sa lancée, dans ce qu'il raconte en disant que lui, il est afrocentré. Il dit, si vous prenez le cas du Japon, par exemple, eh bien, le Japon et les Japonais, ce sont des animistes. Il dit, si les Japonais peuvent aller dans leur animisme et être industrialisés comme ils le font, eh bien, il veut dire que nous également, eh bien, on ne doit pas changer notre façon de penser, on ne doit pas changer nos religions. Eh bien, il faut juste qu'on puisse comprendre qui nous sommes et nos religions. À ce moment-là, on pourra nous aussi arriver au développement auquel nous devons arriver. Ok. Dis au frère que vraiment, raison de plus pour qu'il revienne. D'ailleurs, on aurait pu commencer avec ça. On aurait déjà commencé avec ça. Mais maintenant qu'on a appris à se connaître, hein, maintenant que tout cela est retombé, maintenant on sait qui est qui, je préfère que la prochaine fois quand il revienne, ça sera plus carré, ça sera plus propre et vraiment, je sais maintenant comment le cuisiner. Donc ici, il faut vraiment qu'on arrête parce que l'émission commence à être longue. Je te laisse finir comme ça, après je boucle. Yes. So the brother is saying that he's getting really, really too long. We have to stop this conversation. He says we even should have started from there because now that he understands your point of view, he says that next time that you come back, we're going to be starting from that very, very topic because then he knows how to ask you tricky questions. Ok. Tu dis à Damani, comme on a fait au départ, hein, donc on a commencé à se dire bonjour dans les langues Congo, ben on va se remercier. Moi, je vais lui dire Matondo Damani et lui, il va dire Matondo Mobali. Et à ce moment-là, les ancêtres vont valider et nous allons nous quitter pour nous retrouver très bientôt. So as we started by greeting each other with the word of Mbote to say hello, we are going to close by saying Matondo Damani, which means thank you Damani. So all you have to do is to say Matondo Mobali. Matondo Mobali. Voilà, parfait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup le frère. Au revoir. Merci, thank you very much. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Bye bye. Reste en ligne. Boy, je te remercie frère, hein, toujours là, ministre des Affaires étrangères, toujours opérationnel. N'importe quelle langue tu gères. Donc la prochaine fois c'est un turc. C'est ça, ça va être ça le challenge. Je t'en mets. Je suis pas sûr là. Et on va voir si tu gères. Je suis pas sûr. Frère, merci. Merci beaucoup. Merci, tout le monde te remercie. J'ai vu les commentaires. À chaque fois que tu interviens, frère, on est impressionné parce que moi-même, je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas qu'est-ce que tu manges avant, comment ton cerveau, si c'est un ordinateur, si c'est des gigas RAM, si c'est des téras, je ne sais pas c'est quel type de RAM qu'il y a dans ta tête. Mais si c'est des SD, je ne sais pas. Mes frères, félicitations. On mange de la nourriture africaine. Ah oui, mais il faut que tu me dises. Hein. Parce que moi, c'est pareil, mes frères, mon cerveau, c'est du grand n'importe quoi. En tout cas, merci frérot. Merci au frère Damani. Merci. Frère, toi et moi, on se retrouve bientôt puisque il y a le frère, comment on appelle ça, le frère Omar. Très bientôt. Yes, absolument. Ouais. Et puis après, on a qui? Après Omar, on a le jour d'après, c'est qui? J'ai pas le calendrier. C'est peut-être Brother Kaba. Yeah. Voilà. Non, Brother Umar Johnson et Brother Kaba, yes. Ok, yes. Frère, tu auras encore des devoirs. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est un réel plaisir. Ok, bon. En tout cas, nous, on te remercie, frérot. Je sais que c'est 3 heures de ce qu'on vient de faire. C'est un exercice. C'est un exercice énorme. Et tu tiens, parce qu'à chaque fois, c'est quand même fidèle ce que tu fais. Et vraiment, frère, merci. Hein. Continue à nous soutenir parce que je ne sais pas comment j'aurais fait moi. Tu vois, je sais pas comment. Un réel plaisir. A real pleasure. Brother Damani, thank you so much. We'll be giving you a new date for part 2. So it's been a real pleasure and keep on the good work. And next time that you come back, you'll be talking about martial arts. Okay. Parfait. All right, peace. Peace. This interview has been so long, it's like we did 2 already. Talk with you later. Peace. Okay. Thank you. Bye-bye. All right, bye-bye. Bon,
Bah, les amis, voilà. C'est ça. J'espère qu'on a passé quand même un petit moment agréable, hein, tranquille. Bon, on a dit qu'il faut que je rende l'antenne parce qu'apparemment, c'est pas notre chaîne. Donc là-bas, quand les autres font les émissions, il faut que Mobali, on se presse. Il faut qu'on coupe tout parce que hein, là-bas, chez Covid, c'est plus fort. Bah, alors, il faut que je quitte, il faut que je vous quitte. Bah, avant de vous quitter, les amis, puisque maintenant, on m'a mis dans l'urgence, hein, je ne sais pas pourquoi on me fait ça à chaque fois. Jamais compris. Jamais compris pourquoi à chaque fois que je fais mes lives, tout le temps, quelqu'un pour venir m'emmerder. On ne peut pas être tranquille, discuter entre nous. Alors, revenons à nos histoires. Petite musique du stress. Eh bien, les amis, j'espère que vous avez un peu noté. Parce que moi, ici, quand les gens viennent ici, vraiment, il faut vraiment prendre des notes. C'est très, très important d'avoir cette habitude. C'est pas forcément, quand j'invite des gens, c'est pas forcément que... c'est pas l'église ici, hein, c'est pas la personne, elle parle et puis on valide. Hein. Non, ici, on accumule les preuves. Donc, le frère a dit certaines choses, on note. Demain, un autre frère va peut-être dire quelque chose. On va voir si ça coïncide. S'il y a des choses qui ne sont pas correctes, ben on en débat. Mais on est là pour apprendre. Hein, les amis, il faut vraiment prendre cette habitude. On est là pour apprendre. Peu importe la personne, on l'écoute, on note, on prend les notes et on attend le prochain invité. Et on voit si ça colle. Et faites vos recherches après aussi. D'accord ? Ici, c'est pas parce que j'ai pris quelqu'un qu'on est d'accord, que c'est l'église, qu'on doit accepter. Non. Voilà, il faut vraiment qu'on soit comme ça. Prenez vraiment cette habitude. On est à l'école, on est là pour apprendre. Ok. Alors maintenant que j'ai dit ça, je voulais parler de quoi d'autre. Prochain invité. Ah, le frère Lasconi. Ça, je l'avais dit. Hein. Le frère Lasconi. Est-ce que vraiment il faut que je présente encore ce frère? Vous le connaissez, non? Ok. Donc le frère Lasconi va nous parler de Guerre. C'est très très important parce que moi ici je voulais régler un petit problème. Dans la communauté, il y a certaines personnes qui racontent des bêtises en disant que Guerre était un franc-maçon. Vous avez déjà entendu ça, non? Hein, que les panafricanismes sont infiltrés par des francs-maçons. Mais c'est même con qui bavarde. Je n'ai rien dit. J'ai pas envie qu'on censure ma vidéo parce que j'ai dit un sale mot. Et je sais que mon Bali, il est suivi par les enfants. Donc je n'ai rien dit. Mais ces mêmes personnes-là qui bavardent en disant « Oui, les panafricains ils sont infiltrés, Guerre était un infiltré, était un franc-maçon, les panafricains, tout cela c'est de la franc-maçonnerie. » Ces mêmes-là. Hein? Leur chef d'État, tous francs-maçons. La France est un pays par les francs-maçons. D'accord? On le sait. Ça ne les dérange pas. Mais si, moi je dis un exemple, entre nous les amis. Imaginons que même Guerre c'est un franc-maçon. Partons de ce principe, parce qu'apparemment c'est un franc-maçon, bon on en laisse. Ok, partons de ce principe qu'il est franc-maçon. Mais, mais que nous apprend Guerre? Guerre apprend aux Noirs de s'aimer entre eux, de créer une communauté forte où les Noirs n'ont pas cette vision d'être des inférieurs, tu vois, des personnes inférieures. C'est ça, Guerre nous apprend ça. Il nous apprend à être ensemble, peu importe le pays, la région, tout ce qu'il veut, lui, si vous êtes des Noirs, mettez-vous ensemble, battez-vous, parce qu'en face, ils ne font pas de distinction. Moi, c'est ce que je retiens de Guerre. Si la franc-maçonnerie lui a donné ça comme type de leçon, moi, je veux bien être franc-maçon. Si vraiment, la franc-maçonnerie, ça apprend des gens comme ça met des gens, si ça crée des Guerre, je veux moi-même être franc-maçon. Il faut me dire où est-ce qu'on signe, parce que vraiment, ça, c'est le type de franc-maçonnerie que je veux bien, pour les Africains. D'accord? Mais votre franc-maçonnerie de chef d'État, là, de tous vos chefs d'État, parce que vous-même qui critiquez, tous vos chefs d'État, c'est des francs-maçons, hein, qui ne font rien pour les Noirs, hein, qui volent l'argent de l'État, qui pillent, hein, qui sont là à acheter des maisons, des baraques ici en Europe. Si c'est ça, là, quand c'est comme ça ne vous dérange pas. Là, vous n'êtes pas là pour critiquer ce type de politique. Mais quand c'est des gens qui prennent de leur argent de poche, acheter des bateaux pour que les gens, parce qu'ils sont maltraités en Amérique, ils puissent repartir en Afrique. Ça, c'est Guerre. Guerre, pendant que nous sommes tous esclaves, hein, lui, il prend la parole en disant que je suis le chef d'État des Africains et je vous donne un drapeau. Maintenant, moi, je parle parce que personne, à l'époque, nous ne sommes pas indépendants. Hein? À l'époque, quand tu parles devant un blanc, tu finis pendu, tu finis brûlé. Mais lui, il ose quand même ouvrir sa bouche. Ça, c'est quel type de franc-maçon, ça? Faut me dire. Parce que si c'est ça, la franc-maçonnerie, moi, je veux bien être un franc-maçon. Je vous dis, il faut juste te dire, mon Bali, où est-ce qu'on signe? Parce que moi, si la franc-maçonnerie, ça apprend ça, je veux bien. Donc, quand vous faites des critiques stupides, les amis,
franchement, c'est pathétique. Ça, c'est vraiment... On ne va pas évoluer avec ce type de comportement. Vous ne voyez que du mauvais. Vous ne voyez même pas le bien. À chaque fois qu'il y a un d'entre nous dans la communauté qui essaie de faire quelque chose de bien pour la communauté, il faut qu'il y ait toujours un enfoiré assis tranquillement sur son canapé. Ce mec ou cette femme n'a rien fait pour la communauté. Aucun risque, zéro risque. Ça veut dire que sa vie n'a jamais été mise en danger. Le pire que ces personnes peuvent faire, c'est faire des marches. Ça, c'est vraiment le plus haut sommet de ce qu'eux, ils appellent le militantisme. Mais leur vie n'est jamais en danger. Hein? Vos parents sont tous tranquilles, morts, aliénés, ou s'ils sont vivants, ils sont aliénés. Vous ne risquez rien, vous êtes tranquille. Hein? Et quand vous prenez des risques, c'est dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu ce type de personne brûler le drapeau des États-Unis. Je n'ai jamais vu ce type de personne qui bavarde brûler le drapeau de la France, ou brûler même ne fût-ce qu'un billet, un billet, $1 américain, ou bien faire une vidéo, brûler $1 américain, ou bien brûler 10 €, hein, ou bien faire ce genre de choses. Non, là, vous fermez vos gueules. Hein? Vous fermez vos gueules. La France est un pays construit par les francs-maçons, mais ça ne vous dérange pas de prendre le métro, hein? Ça ne vous dérange pas, hein, de regarder la télévision, d'être sur Facebook. Tout cela, c'est créé par les francs-maçons. Oui, je le dis, Facebook, regardez le jeune là, faites vos enquêtes, c'est francs-maçons. Oui, je le dis. Mais ça ne vous dérange pas d'être dans ce type de site. Mais quand il s'agit de votre frère Guerre, hein, qui a fait tout ça là, pour vous, pour qu'on soit libre, qu'on puisse bénéficier de tout cela, eh ben non, vous êtes en mode, ouais, c'était un franc-maçon, oui, les panafricains, nanana. Franchement, c'est pathétique. Et il y a un monsieur qui s'est amusé. Je ne sais même pas si c'est un monsieur. Je pense que c'est un... Bref, je n'ai pas envie d'être méchant parce que les enfants me regardent. Il y a un monsieur, un gars qui s'est amusé, hein, à faire des vidéos et il met mon nom. Il met mon nom comme ça, comme ça fait des putaclics, quoi. Comme ça, vous allez voir. Et lui, il est en train de parler sur les panafricains. Le même qui bavarde, il a les couleurs du panafricanisme sur sa chaîne. Le même qui critique. Tu vois, c'est pour vous montrer le niveau vraiment de ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle de la négrologie. Mais bon, j'avais besoin un peu comment ça s'appelle, de mon tonton, d'accord, de mon tonton Lasconi, pour qu'il nous fasse un peu d'histoire, d'accord, qu'il nous fasse un peu d'histoire. Il va documenter, mais après, les amis, une fois qu'il a parlé, il y aura des livres, il a tout documenté. Donc, c'est à vous de faire des recherches. Mais après, quand vous vous trouvez en face de ces personnes qui argumentent, qui bavardent dans ce sens, que vous puissiez contre-argumenter. Il est vraiment, quand on se dit panafricain, lorsqu'on se dit kamite, on ne peut pas cracher sur nos ancêtres. Surtout nos ancêtres qui ont pris des risques. Surtout nos ancêtres qui sont morts pour nous. Parce que s'il n'y avait pas Guerre, il n'y aurait pas eu Malcolm X, il n'y aurait pas eu Kwame Nkrumah et il n'y aurait pas eu il n'y aurait pas eu Lumumba. Donc à partir du moment où vous insultez Guerre, vous insultez toute la chaîne. Vraiment, vous insultez. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, insulter Guerre et être Lumumba. Non, parce que vous enlevez Guerre de l'équation, il ne peut pas y avoir de Lumumba. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir de Kwame Nkrumah. C'est impossible. Et il ne peut pas y avoir de Malcolm X, il ne peut pas y avoir des Black Panthers. Parce que c'est les mêmes, hein, qui bavardent pour les Black Lives Matter. Là. Hein, vous êtes fiers des Black Panthers. Mais il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait pas eu tout ça. Donc moi, cette ingratitude là, hein, des gens qui n'ont rien fait, dont les papas sont chrétiens ou musulmans, qui n'ont rien fait. C'est-à-dire que c'est des gens vraiment, ils découvrent le kémitisme à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Hein, et puis maintenant, parce qu'ils ont lu 2-3 livres, ils se mettent en mode rebelle. Franchement, un peu d'humilité. Hein? Franchement, un peu d'humilité. Arrêtons de nous tirer comme ça là, dans les pattes. Même les Européens qui ont des ancêtres les plus criminels, ils luttent pour que leurs ancêtres là restent. D'accord? Vous n'allez jamais dire à un occidental, hein, que, comment on appelle ça, que De Gaulle c'est de la merde. Hein. Il va se battre parce que c'est son ancêtre, même s'il a fait ce qu'il a fait, qui est mauvais, mais pour lui, c'est un héros. Pourquoi on ne ferait pas pareil? Pourquoi on n'aime pas, nous, quand c'est nos ancêtres, on a toujours du mal, on va toujours trouver des excuses. Hein? C'est vraiment pathétique. Donc voilà pourquoi moi j'ai voulu un peu que mon tonton vienne, parce qu'il doit mettre un peu de chicotte de temps en temps. C'est vraiment inacceptable. Moi je ne connais pas trop bien le sujet, j'ai préféré que le frère Lasconi en parle. Donc voilà, ça c'est déjà ça. Et après ça, on aura qui? On va avoir... le frère Umar Johnson, c'est très important. Mais même lui, c'est pareil. Hein. Umar Johnson,
il est ce qu'il est. On l'a critiqué parce que apparemment, il aurait menti sur ses diplômes, mais il a montré que finalement, il avait raison. Mais peu importe, diplôme ou pas diplôme. Parce que ça, les nègres, vous aimez bien. Quand quelqu'un est éloquent, quand quelqu'un défend les intérêts, vous voulez quand même chercher, est-ce qu'il est docteur, Mais est-ce que Omar Johnson, quand il dit là, c'est faux ce qu'il dit quand il parle du racisme? Est-ce que c'est incorrect? Parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un être aussi éloquent, être aussi performant lorsqu'il s'agit de ces débats. Il argumente. Diplôme ou pas diplôme, moi, j'en ai rien à foutre, en fait, qu'il soit diplômé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est cohérent? Oui, jusqu'à preuve du contraire, c'est cohérent. Et la personne qui va dire que c'est pas cohérent, moi je l'invite le 28, venez, mon téléphone sera ouvert et débattez en face de lui. Parce que moi, dans la sphère francophone, je n'ai jamais vu qu'un noir parler avec autant de charisme quand il s'agit de nos histoires. Franchement, j'en connais pas. Moi, faut me montrer. À part taper sur les réseaux sociaux, là, c'est tout ce que vous savez faire. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un vraiment argumenter de manière carrée, droit, sans crier, sans être dans les trucs. Vraiment, le mec, il maîtrise son sujet. J'ai jamais vu ça. D'accord? Donc, arrêtez tout le temps à chercher la petite bête. Bientôt, ça va être mon balai. Vous allez me trouver des petites bêtes. Parce que comme vous ne me connaissez pas bien pour l'instant, mais demain, vous allez apprendre et vous allez essayer de me diaboliser. C'est tout le temps comme ça, tout le temps. On ne peut pas vous ne pouvez pas vous souvenir du meilleur. Qui d'entre nous est parfait? Qui d'entre nous, là, est vraiment immaculé conception? Qui n'a jamais fait de bêtises? Qui n'est vraiment, lui, vraiment, il est sorti du ciel? Qui d'entre nous? Moi, j'ai découvert le kémitisme à l'âge de 30 ans. Et vous pensez quoi? Entre 0 et 30 ans, à peu près, que j'étais où? Mais j'étais dans mes conneries. Comme tout bon nègre, j'étais dans mes bêtises. J'étais à fond dans l'aliénation. Et alors, vous allez m'en vouloir pour ça? C'est pareil un peu, là je parle un peu de notre frère Gucci, c'est pareil. Vous l'avez attaqué parce que le frère, il fait ce qu'il peut. Apparemment, il l'aurait violé, même s'il l'aurait tué, même s'il aurait truc. Moi, ça, je balaye. Parce que moi, ce qui compte, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Après, je ne suis peut-être pas forcément d'accord avec tout ce qu'il fait. Parce que, mais c'est normal, le frère, il est jeune. C'est normal qu'il fasse des erreurs. Mais je surveille le frère. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il est encore prêt. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc moi, je l'encourage, il faut qu'il fasse des erreurs. Ça va le permettre à se rectifier, à changer d'entourage, à faire les bons choix. Mais moi, je suis avec le frère. Pourquoi tout le temps qu'il y a un gars, vous voulez le diaboliser? Ouais, il était ceci. Ouais, il était avec des blanches. Ouais, il avait violé. Ouais. Tout le temps. On s'en fout. Mais alors, votre Jésus, là, et vos divinités, votre Yahweh, là. Yahweh, il tue son propre fils. Mais vous le priez comme son propre fils, il le tue. Ça ne vous cause pas un problème. Ça ne vous cause pas un problème. Mais quand un être humain qui a fait des bêtises et qu'il est en mode rédemption et qu'il veut être utile pour sa communauté, vous voulez le ramener au passé. C'est le passé. Oublions ce qu'il a fait, c'est des bêtises. Maintenant, ce qui compte, c'est ce qu'il fait maintenant. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Et si même j'entends qu'il y a un frère Kamid, il a tué ou je ne sais pas quoi, je dis, il était aliéné à cette époque. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le frère, il fait quelque chose pour la communauté. Moi, c'est ça qui compte. Vous pensez quoi? Que Malcolm X, il s'est réveillé d'un matin, il a fait la tôle. C'était un aliéné aussi. Et alors, on va maintenant dire que Malcolm X, avant, il se faisait défriser les cheveux, que ceci, cela. Ça, on oublie, non? Bon, franchement, les amis, des fois, moi, vous me fatiguez des fois. Moi, c'est pour ça que je préfère être avec des Kamites. Parce que avec des Kamites, comme on se comprend, il y a moins ce type de... Mais c'est avec les autres nègres, là. Ceux qui foutent, et surtout les meufs à tissage, là, qui aiment bien relier ce type d'informations, là. Et tous ces frères, tous nos frères aliénés, qui aiment bien alimenter ce type de ragot. Arrêtez, les amis, arrêtez. Les gens, là, qui font les choses, les critiques, vous êtes en mode masqué. On ne voit jamais vos visages. Tellement vous n'êtes même pas courageux. Vous balancez des rumeurs et vous êtes en mode masqué. Vous ne montrez jamais vos visages, on ne sait jamais qui vous êtes. Il faut au moins voir les couilles de ce que vous dites. Montrez vos visages. Au moins, on va savoir qui vous êtes. Vous voulez sauver l'Afrique, vous faites ça en mode Koundeloupé. Vous vous cachez. Franchement. Bref, là, je m'éternise. C'était vraiment la petite chicotte. Parce que vraiment, moi, la négologie, vraiment, ça me fait pitié. Bref. Je passe une petite dédicace à notre frère... Ameni d'Afrocentricity qui il est parti manifester et puis il s'est fait choper par les Condés. Vraiment, écoute, force frère.
dès que je finis le live là, parce que j'ai cru comprendre qu'il a été libéré. Donc on pense à toi mon frère, hein, vraiment on pense à toi. C'est un bon gars, c'est vraiment un bon gars que j'aime bien. En dehors du combat, c'est vraiment un bon gars, donc force. Voilà les amis, ça c'était la petite parenthèse. Quoi qu'il en soit, on se retrouve bientôt. Il y a encore du lourd qui arrive. Ici, nous sommes à l'école. Ne soyez pas surpris. Je répète, c'est très important que je puisse dire ça. Ce n'est pas parce que Mobali va inviter une personne sur le plateau que je valide. C'est pas comme ça que ça marche. Mobali, c'est comme un journaliste. C'est pas parce que je vais inviter Le Pen que je vote Le Pen. Vous comprenez, non? Chez le Locodem, vous voyez comment ça passe? Non, je peux inviter. Il faut vraiment qu'on soit, nous là, les gens de Mobali, nous autres là, hein, ceux qui me suivent, qui ont compris un peu la logique de Mobali. On est là pour apprendre. Mais apprendre, c'est aussi apprendre des personnes qui ne pensent pas comme nous. Donc demain, ne soyez pas surpris que j'invite quelqu'un avec qui je ne partage pas du tout le truc. Non, c'est très important qu'on puisse avoir leur point de vue. Demain, moi, ça m'intéresserait d'inviter même un pasteur, hein, alors que je ne valide pas leurs conneries. Mais soyez pas demain étonnés que j'invite un pasteur, parce que je veux avoir une conversation avec des gens même avec qui je ne pense pas. C'est même pour cette raison que demain, vous allez voir des locodermes sur mon plateau. Donc, habituez-vous à ça. Il faut vraiment qu'on change un peu cette mentalité-là, hein, d'être fermé, c'est entre nous. Moi, je suis pour l'intelligence. Moi, je suis pour le savoir. Et le savoir, je le prends partout là où il est. Je peux même le prendre même chez mes ennemis. D'accord? Et je vous incite à être comme ça. D'accord? Voilà. Ça, c'était le petit moment de chicotte voilà, il fallait que j'éclaircisse ça, quoi. Ok? Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Je salue toute l'équipe Muntu. Bakemra, je t'ai vu. Qui j'ai vu encore? K Soniké, je t'ai vu aussi. Toute la famille, hein. Emre, toi aussi, je t'ai vu. C'est pas la peine de te cacher. Ramessou, t'inquiète, toi aussi je t'ai à l'œil, fais pas trop de bêtises, hein. Je t'ai à l'œil, parce que toi aussi il faut que tu fasses attention, tu fais des bêtises mon frère, je vais te chicoter. Sur ce les amis, on se retrouve bientôt au TEP, on est ensemble, peace.